que c'est encore un petit peu... Souris. Faut sourire au photographe. Wow. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous remercie déjà d'être aussi nombreux à 16 h, alors qu'il fait si beau dehors, pour entendre parler de l'addictologie numérique. Donc voilà, on voulait faire un thème sur le numérique, l'addictologie de demain, mais qui est déjà l'addictologie finalement d'aujourd'hui. Je vais remercier déjà, on va commencer par les remerciements. Donc je vous remercie d'être là, je remercie également la Fédération Addiction de m'avoir confié cette plénière, ce qui m'a permis d'inviter des gens que j'estime beaucoup, que je remercie également d'être là pour leur présentation. On va passer un très bon moment pour entrer dans l'ère numérique tous ensemble. Je n'ai pas la zapette. C'était pas prévu. Donc voilà, je les présenterai au fur et à mesure de leur venue sur scène. Mais déjà, j'ai présenté Lucia Romo, qui est juste là, qui sera la discutante de cette session. La discutante notamment parce qu'elle a une approche très transversale de tous les sujets qu'on va aborder, une connaissance très transversale de tous ces sujets-là. Elle est professeure de psychologie à Paris-Nanterre. Elle travaille sur beaucoup de sujets, partant de la TCC jusqu'à toutes ces nouvelles approches, notamment qui est le numérique qui peut être intégré dans la TCC. Elle est aussi la directrice de thèse de Fanny, qui est une des participantes, l'ancienne directrice de thèse de Maud, qui est une des participantes. Donc voilà, merci pour elle. Pour le coup, après, du coup, on va avoir une vidéo d'Elena Sander qui n'a pas pu être là. Et je vais vous présenter quand même les autres participants succinctement. Donc Maud Le Mercier-Dugarin, Éric Malbos, Fanny Nègre et Nicolas Brichet. On a c'est sur le numérique, donc on a quelques participants qui seront avec nous via l'écran. Bon, on n'est pas encore on n'a pas eu la capacité de faire des hologrammes comme certains politiques ont tenté de le faire, mais ils seront là avec nous par vidéo. Alors pour commencer, pour introduire cette session, j'ai eu le plaisir de pouvoir interviewer Elena Sander. Donc Elena Sander, je ne sais pas si certains d'entre vous voient de qui il s'agit. Elle est journaliste scientifique et elle est aussi auteure. Elle s'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies, notamment à l'intelligence artificielle, au métaverse. Et elle a écrit un roman d'anticipation qui s'appelle Replay. Alors moi, je l'ai découvert, Elena Sander, à travers un podcast, d'ailleurs qu'on avait partagé avec mes collègues Maud et Fanny, qu'on avait trouvé absolument passionnant, sa vision de l'avenir, et puis finalement un avenir qui est déjà à nos portes. Son roman est presque plus un roman d'anticipation. Donc elle ne pouvait pas être là, parce qu'elle est en tournage, mais du coup on a enregistré une interview dans les bureaux de la Fédération Addiction. Je vous laisse la découvrir. Aujourd'hui, les rôles sont inversés, puisque j'ai interviewé une journaliste. Je la remercie d'avoir accepté de se prêter à cet exercice depuis les locaux de la Fédération Addiction. Bonjour, Elena Sander. Vous êtes journaliste scientifique, spécialisée dans les neurosciences et également auteur. Votre quatrième ouvrage, Replay, est un roman anticipant certaines dérives du monde numérique. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, le métaverse, l'intelligence artificielle, il est plus question actuellement d'une révolution que d'une simple évolution numérique. Selon certains, d'ailleurs, le séisme pourrait être aussi colossal que l'arrivée d'Internet. Comment voyez-vous l'avenir de notre société et de nos vies individuelles dans le futur, dans un futur qui est même déjà à nos portes? C'est exactement la question que je me suis posée en écrivant Replay. C'est-à-dire que j'ai fait comme une scientifique, j'ai pris des personnages qui pourraient être vous, qui pourraient être moi, des personnages de tous les jours, et je les ai placés dans un laboratoire, c'est-à-dire dans une vie, bon, ça se passe à Paris, etc., mais un Paris, disons, de demain, où on a accès à une intelligence artificielle qui est encore plus présente qu'aujourd'hui. C'est-à-dire,
des agents conversationnels de type ChatGPT et aussi le fameux métaverse. Alors le métaverse, on peut peut-être le rappeler, c'est un Internet, c'est le futur de l'Internet, c'est l'Internet incarné, c'est-à-dire un Internet dans lequel on n'accédera plus via un écran, mais via un casque de réalité virtuelle, et dans lequel on se projettera via un avatar qui est un moi numérique. Et donc je me suis imaginé des personnages qui auraient accès à ces technologies. Et ce qui m'a permis, moi, de pousser ma réflexion sur ce que pourrait être le futur avec ces nouveaux outils numériques. Je ne vais pas vous le cacher, c'est une dystopie. C'est un futur assez noir que je dessine parce que, je vais être très sincère, ce futur m'inquiète beaucoup. Justement, dans un monde où la réalité, elle peut être anxiogène, il y a les bouleversements climatiques, il y a la guerre, il y a la paupérisation, il pourrait être attrayant de se réfugier dans des réalités améliorées, voire factices, mais nous vivons dans une société dans laquelle déjà la plupart d'entre nous sommes hyper connectés, dépendants des smartphones pour tout un tas d'activités du quotidien, dépendants des réseaux sociaux pour certains, pour se forger une opinion sur tout un ensemble de choses, mais même sur nous-mêmes. Alors pour vous, quels sont les risques que nous devrions anticiper pour éviter les dérives de ce monde 2.0 Alors les risques, vous avez 1 heure là, parce que les risques, ils sont hyper nombreux. Donc je vais essayer de me cantonner sur les risques, on va dire pour notre santé et notre psychisme, parce que des risques, il y en a énormément. On pourrait dire déjà les risques de base, mais en tant que professionnel de santé, vous devez connaître, c'est le rapport de l'ANSES de 2021 sur la cybercinétose, c'est-à-dire que si on vit trop de temps dans la réalité virtuelle, on risque vraiment physiquement de se sentir mal, donc des suées, des vertiges, des problèmes de confusion aussi. L'ANSES alerte vraiment sur ces risques physiques. Maintenant, ce ne sont pas les seuls. On a un risque d'isolement certain. Alors, depuis la sortie du livre, j'ai pu discuter avec plusieurs personnes qui vivent dans le métaverse déjà. Ils ont donc une double vie, ils ont leur vie dans le monde réel et ils ont toute une partie dans le monde virtuel. Et une jeune femme me racontait combien c'était extraordinaire parce qu'elle elle a assisté à un concert et elle me raconte où ils étaient 3000 avatars. Et elle me racontait ça avec un plaisir évident. Et moi, en fait, j'ai pas pensé à ça. Je me suis dit, mais alors, on passe une soirée géniale, on est avec des tas de gens, et après, on enlève le casque et on est tout seul chez soi. Et j'ai trouvé ça d'une tristesse. Je me suis dit, est-ce que ces technologies vont pas nous amener encore plus d'isolement, de solitude? Alors, c'est sûr qu'on va vivre des émotions fortes, mais tout seul, chez soi. Donc, il y a un risque d'isolement. Ensuite, il y a un risque certain, c'est que lorsqu'on aura ces casques de réalité virtuelle, ils vont traquer toutes nos données, mais pas juste les données qu'on donne déjà allègrement, hein, mais toutes nos données émotionnelles. Donc on va livrer à la machine, pour moi c'est comme si je disais à la machine, tiens voilà la clé de mon cerveau. Ils sauront, enfin la machine va tout connaître de moi, va savoir ce qui me fait peur, va savoir au contraire ce qui m'émeut, et on va alimenter la machine pour qu'elle me connaisse de mieux en mieux, qu'elle améliore ses algorithmes et qu'elle me propose un contenu toujours plus attractif. Et là, on en vient à notre sujet. Si on a une machine qui me connaît tellement, qui sait exactement ce que je veux, à quel moment me le donner, je vais devenir complètement accro. Et la question que j'ai envie de poser aux professionnels de l'addiction, c'est comment vous allez faire ? Parce que vous avez fort à faire. Vous avez affaire à des concepteurs de contenu, des concepteurs d'applications, des concepteurs d'intelligence artificielle qui connaissent tout du cerveau humain, qui savent exactement comment nous motiver, comment nous rendre accros. C'est une façon de parler parce que, voilà. Ils connaissent par cœur et ils ont des moyens quasi illimités pour mettre en place leur système qui... tout simplement un système mercantile, parce qu'ils cherchent à gagner de l'argent. Et je me dis, comment vous allez faire, vous, en face, pour faire un contrepoids c'est une véritable question.
C'est justement une très bonne question, et puis les spécialistes qui sont présents à la plénière vont tâcher d'y répondre en partie. C'est vrai que la marche en avant de l'ère numérique, elle ne semble pas pouvoir être enrayée à l'heure actuelle, malgré les inquiétudes qu'elle peut susciter. L'évolution technologique, malgré tout, elle peut être un atout pour améliorer nos vies, et le domaine de la santé n'est pas une exception. Pour terminer sur une note un peu plus positive, parce qu'on a beaucoup parlé des risques, on peut tout de même espérer que le numérique offrira de nombreuses opportunités thérapeutiques. La réalité virtuelle, elle fait déjà preuve de son efficacité dans certains domaines. L'intelligence artificielle, elle pourrait également apporter une aide. Alors, les expériences jusque-là ne sont pas très positives, mais soit au dépistage, soit à la prise de décision, notamment médicale. Comment imaginez-vous le soin de demain, notamment en addictologie? Finalement, est-ce que bientôt je serai au chômage et, à défaut d'être à la retraite? Alors non, je ne pense pas, heureusement. Hein. Il nous faudra toujours de l'humain, heureusement. Et ça, alors là, j'y crois dur comme fer. En ce qui concerne l'intelligence artificielle et la réalité virtuelle, puisque de plus en plus, nous allons être immergés dans l'intelligence artificielle pour plus d'efficacité, pour plus de sensations. Et en santé, ça va être très, très utile. Alors, c'est déjà très utile et très utilisé pour tout ce qui est soins très douloureux. Et notamment, je pense aux soins au grand brûlé. Là, ça a vraiment été prouvé qu'on avait, on avait une amélioration de la qualité des soins grâce à la réalité virtuelle. Il y a aussi une très, très bonne indication, c'est les phobies. Et alors, j'ai un vertige monstrueux et j'ai essayé une application de réalité virtuelle en haut d'un building, où je me suis retrouvée en haut d'un building, et la sensation est tellement réelle, c'est tellement impressionnant de réalisme que je peux comprendre que ça puisse servir de thérapie d'exposition. Et en ça peut être vraiment très, très, très intéressant, que ce soit pour la peur de l'avion, la peur le vertige, la peur des araignées, j'en sais rien. Ça me paraît très intéressant. Il y a une grande application aussi en rééducation. Ça marche formidablement bien. C'est-à-dire imaginer les mouvements, ou en tout cas les répéter post-AVC, par exemple. Une intelligence artificielle, malheureusement, ça s'appelle intelligence, mais elle n'est là que pour simuler de l'intelligence. Ça remplacera jamais une relation humaine. Et tout l'intérêt de la relation médicale, c'est la relation humaine. Et ça, cette chose, et on l'a vu, j'en parle à mots couverts dans le livre, mais on l'a vu avec le logiciel d'IBM qui voulait remplacer dans le dépistage du cancer, et le diagnostic voulait remplacer l'humain, et en fait, c'est planté lamentablement. Probablement qu'il y a l'expérience du médecin et qu'il y a la relation au patient qui ne pourra jamais être remplacé. D'accord. Du coup, plutôt un avenir avec des risques addictifs plus importants et une importance des soignants qui restera la même finalement, parce qu'elle ne pourra pas être remplacée par l'intelligence artificielle. Mais moi, j'ai envie de vous dire une importance des soignants qui est croissante, parce que je reviens à ma question, vous allez avoir très forte affaire, donc il va falloir que vous trouviez des nouvelles solutions aux nouveaux problèmes qui sont en train de surgir. Et là, toute l'intelligence humaine va devoir être mise à contribution pour faire face, parce que vous allez avoir de grands nouveaux défis dans les années à venir. Hein. Donc on a besoin de vous. Bon merci. Donc pour nous, pas professionnels de l'addictologie, pas de grandes vacances à prévoir. Merci Léna Sander. Je vous en prie. Bon, voilà, du coup, on a fini quand même sur une note positive, et on finira aussi cette conférence sur une note positive, notamment Eric qui aura sûrement une position très, très différente, beaucoup plus positive de l'avenir numérique, qui viendra nous en parler tout à l'heure et nous montrer toutes ces possibilités. Dans un premier temps, on va partir du premier constat d'Elena Sander, c'est qu'il y a des risques au numérique, des risques qu'on connaît déjà. La plupart d'entre nous sommes un petit peu trop
attaché à notre smartphone. Probablement qu'ici, il y a des gens qui ont déjà fait des photos, peut-être que certaines personnes ont relayé dans les réseaux sociaux, ont pris en vidéo quand j'ai fait tomber la manette et se sont déjà moqués de moi sur YouTube. Je ne sais pas, on est tous un petit peu addicts à nos téléphones, peut-être que certains s'ennuient déjà et sont en train de regarder toute autre chose sur leur téléphone. L'addiction au numérique, elle est là déjà dès à présent. J'ai le plaisir d'accueillir du coup Maude Lemercier-Dugarin qui va bien nous parler des risques addictologiques qui sont liés au numérique. C'est une spécialiste notamment de la question du jeu vidéo. Elle s'est beaucoup intéressée à cette question-là. Elle est maître de conférences universitaires en psychologie à l'université de Caen. Et toi de nous dresser le tableau un peu noir de la question. Merci. Et donc moi aussi je vais utiliser mon téléphone comme timer pour être sûr de respecter le temps imparti. Et je vais demander... Là, j'ai pas mon PowerPoint. C'est normal? On commence par les soucis techniques. Ok, c'est bon. Super. Donc, merci Romain pour l'invitation. Merci à la Fédération Addiction pour toute l'organisation. Et merci à vous tous d'être là. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous poser une question. Donc, je vais demander, si possible, à la régie de rallumer la lumière. Merci, comme ça on peut tous vous voir. Et donc, je vais vous demander de prendre le temps de calculer combien d'écrans vous avez dans votre foyer, c'est-à-dire en comptant télévision, ordinateur portable, ordinateur fixe, mobile, que ce soit personnel ou professionnel, tablette et console de jeu. Donc, je vous laisse quelques secondes et ensuite, je vais vous demander combien vous en avez. Alors, première question, qui en a 0? Levez la main. Et ça fait généralement l'unanimité, effectivement. On a tous des écrans chez nous. Qui a entre 1 et 3 écrans? Levez la main. Oh, quand même, pas mal. Qui a entre 4 et 6 écrans? Ah, pas mal. Qui a entre 7 et 9? Pas mal aussi. Et qui a 10 et plus écrans? Pas mal. Merci. C'est ça. Alors, je vous redemande le silence parce qu'on n'a que 15 minutes. Je sais que ça suscite souvent des débats. Alors, ceux qui ont environ 6 écrans, vous êtes dans la moyenne française. On a un peu plus de 6 écrans, en tout cas en 2020, même si les chiffres ne font qu'augmenter. Alors, du fait qu'on utilise des écrans à tout va, en tout cas du numérique, il y a un certain nombre de phénomènes qui sont apparus et qui ont des noms. Alors, je suis désolée, ce sont des noms anglais, parce que ce sont les anglophones qui ont tendance à proposer des appellations. L'un des premiers phénomènes, c'est l'infobésité. Donc, ce phénomène-là, il s'agit d'aller chercher beaucoup d'informations, notamment donc, sur Internet, pour répondre à des questions ou simplement pour avoir des infos. Un deuxième phénomène que vous avez peut-être déjà expérimenté, c'est l'hypovibrochondrie. Il s'agit en fait d'avoir la sensation que votre téléphone il vibre dans votre poche, alors qu'en fait il vibre absolument pas et vous n'avez pas de notification. Je sens que certains se sentent concernés. Le phubbing, vous avez peut-être déjà vu ça. Imaginez, vous allez au restaurant, vous regardez la table d'à côté et vous voyez que les deux personnes en fait sont chacune sur leur téléphone au lieu d'avoir une conversation. Donc c'est le fait de snober les personnes en face ou à côté de qui on est, pour s'intéresser à ce qui se passe, par exemple, sur le téléphone ou en tout cas sur le numérique. Autre phénomène, le stress de l'email. Alors ça, je sais que s'il y a peut-être pas mal de personnes parmi vous qui sont concernées, les cadres aussi sont souvent très concernés. C'est-à-dire qu'on passe notre temps en fait à checker notre boîte mail parce qu'on se dit qu'on a certainement reçu un email extrêmement important auquel il va falloir répondre là, dans la seconde. Il faut savoir que certaines personnes consultent 40 fois par heure leur boîte mail, ce qui fait beaucoup. La nomophobie, ça c'est testé. Vous voyez si vous êtes capable de passer 24 heures sans votre téléphone portable. Demandez aussi à vos enfants, en général, c'est la crise assurée du « comment ça, j'ai pas mon téléphone, au secours, rendez-le-moi ». Le blurring, ça c'est le phénomène qui explique que en fait, la réalité et ce qui se passe en ligne finit souvent par être très relié et on fait parfois plus la différence entre ce qui se passe en ligne et ce qui se passe, comme on dit, IRL, in real life. Et le dernier phénomène, c'est le FOMO, donc la fear of missing out. C'est le fait d'avoir peur de rater quelque chose d'important, une information ou quelque chose. Et donc, on va passer notre temps en fait, à consulter notre téléphone. Et justement, dès qu'il y a une notification qui attire notre attention, tout de suite, on va aller regarder. D'ailleurs, petite anecdote, est-ce que vous savez pourquoi les notifications sont rouges? Parce que la couleur rouge, c'est la couleur qui dit à notre cerveau « attention ».
Et bien, regardez, les camions de pompiers, ils sont rouges. La couleur rouge, c'est ce qui signale le danger aussi. Et bien en fait, c'est pour ça que les créateurs, ils ont fait en sorte que les notifications soient rouges pour que notre cerveau se dise « Attention, danger, il faut aller consulter la notification ». Alors, comme l'a dit Romain, je vais commencer par vous plomber l'ambiance en parlant d'impact négatif du numérique de manière générale, et évidemment mes collègues embrayeront sur des choses plus positives. Alors déjà, avec le numérique, Internet et notamment les réseaux sociaux, il y a un certain nombre du coup, de risques qu'il faut connaître, surtout si on veut travailler en prévention et autres avant l'addiction. Déjà, il y a la question des fausses informations. Alors pourquoi elles posent problème? Parce qu'elles circulent 6 fois plus vite que les vraies informations. Tout simplement parce que les fausses informations vont susciter l'émotion, évidemment souvent négative, que les formats sont viraux, souvent ce sont des images, ce sont des photos, ce sont des textes courts qui sont très faciles à relayer en un clic. Et évidemment, les algorithmes, notamment sur les réseaux sociaux, favorisent le fait que l'on partage ce genre de contenu. Vous doutez bien que s'il faut aller vérifier vos sources, lire un article scientifique pour vérifier si l'information est vraie, ça prend tout de suite plus de temps, et donc ce genre d'information est relayé beaucoup moins vite. Il y a également tout ce qui concerne les arnaques et les escroqueries. Alors ça, par exemple, les jeunes, même les moins jeunes, peuvent tomber dans le piège, et on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a de nombreuses arnaques en bourse. On propose aussi de gagner de l'argent gratuitement en faisant rien. Évidemment, ça ne marche pas. Sinon, on serait tous tranquillement chez nous. L'usurpation d'identité, là, à partir de... Bon, ça, je pense que je ne vais pas trop expliquer le phénomène, mais ça marche aussi pour les jeunes quand ils veulent faire une blague à leurs copains-copines en se disant « Bouh, je crée un faux profil pour faire une blague, justement ». Sauf que ça s'appelle de l'usurpation d'identité, surtout si c'est sans le consentement de la personne concernée. Les contenus inappropriés peuvent aussi être très dangereux pour tout ce qui est lié à la question de la pornographie, des contenus parfois violents, des contenus extrêmes sur le plan politique, religieux ou autre, les défis. Et justement, je voulais faire un petit point sur les défis si vous connaissez TikTok. Par exemple, dans les défis TikTok, il y a celui-là, le Earphone Waist Challenge, où vous devez passer 2 fois le cordon de vos écouteurs autour de la taille. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous êtes trop gros. Imaginez le lien avec les troubles du comportement alimentaire. Les filtres aussi, puisque maintenant aux États-Unis, alors ça risque d'arriver en France tragiquement, mais aux États-Unis, certaines jeunes filles ou femmes, par exemple, vont demander à faire de la chirurgie esthétique pour ressembler à comment elles sont avec des filtres. Donc là aussi, on peut arriver sur des dérives assez phénoménales. Les questions des aspects pédophiles et prostitution, même sur les jeux vidéo, il y a eu il n'y a pas très longtemps une histoire où un pédophile allait demander des informations aux jeunes qui jouaient à Fortnite pour ensuite leur faire du chantage. Donc même sur les jeux vidéo, parfois, notamment les jeux vidéo en ligne, il faut faire attention. Et est-ce que vous savez à partir de quel âge les jeunes regardent de la pornographie? Bien, je l'ai entendu. Avant 10 ans, parce que, oui, l'âge à partir duquel les jeunes ont un smartphone, c'est 9 ans, en moyenne. Ce qui fait qu'ils peuvent consulter tout un tas de choses en ligne, et notamment de la pornographie. Si vous n'avez jamais entendu parler du phénomène des lover boys, alors ça a l'air génial, c'est l'amoureux transi, pas du tout, en fait c'est un proxénète. C'est-à-dire qu'il va prendre le temps d'aller choisir une victime sur notamment les applications de rencontres, il va créer du lien avec la victime, il va lui demander des informations, des photos, des choses, voilà, par exemple des dénudés, etc. Et ensuite, il va lui faire du chantage en disant si tu ne deviens pas ma prostituée et que tu ne travailles pas pour moi, je balance tout sur les réseaux sociaux. Et on en arrive à la question forcément de la porno-vengeance. Laure Manodou en avait été victime. Et il y a aussi la question du cyberharcèlement, où je ne vous fais pas tout un topo, mais ça pose de nombreux problèmes, notamment pour les jeunes. Maintenant, en parlant de jeux vidéo. Souvent, on accuse les jeux vidéo de rendre violents. Alors, vrai ou pas, il y a 2 écoles de pensée. Déjà, il y en a une qui dit que oui, les jeux vidéo rendent violents parce que quand on joue aux jeux vidéo, on va s'identifier à l'avatar et on fait soi-même certaines actions. Notamment, on choisit de tirer sur l'autre avatar joué par un autre être humain. Et donc, à partir du moment où on répète des actions violentes, potentiellement, on peut soi-même être désensibilisé à la violence, notamment la violence graphique. Certains jeux, Call of Duty ou d'autres franchises, montrent des scènes extrêmement violentes. Et donc, plus on est exposé jeune à ce genre de contenu, alors après on peut généraliser ça avec les médias, le JT de 20h n'est pas toujours rose,
eh bien forcément, à force de voir des contenus violents, on deviendrait désensibilisé à la violence et hypothétiquement, on pourrait devenir plus violent. Sauf que, en fait, ces contenus violents, notamment dans les jeux vidéo, ne sont pas censés être accessibles avant un certain âge. Il y a notamment le système PEGI, qui classifie l'âge à partir duquel il est recommandé de jouer à des jeux vidéo. Donc, normalement, des enfants de moins de 10 ans ne sont pas censés jouer à des jeux vidéo qui sont classés PEGI 16 ou PEGI 18, c'est-à-dire accessibles pour des jeunes de 16 ou 18 ans. Or ça, on voit souvent cette problématique-là sur le plan clinique où des jeunes sont exposés à des contenus inappropriés, certes dans les jeux vidéo, mais aussi par ailleurs dans les médias. Ensuite, il faut savoir que les jeux vidéo, ça peut être aussi un lieu dans lequel on peut exprimer une agressivité qui est normale. Quand votre patron, vous en avez râlé pas crête toute la journée parce qu'il vous a saoulé, ça peut être bien d'aller tuer des pixels. Vous ne tuez pas votre patron. Vous êtes en train de vous en prendre à des personnages, des avatars fictifs dans un jeu vidéo. Donc c'est un côté très cathartique. Et ensuite, donc, ce qu'explique donc la deuxième école de pensée, c'est que pour passer à l'acte violent, c'est dû généralement à beaucoup d'autres choses et d'autres phénomènes que l'on connaît depuis longtemps, que ce soit associé à la psychopathologie, à des phénomènes de radicalisation, au fait d'avoir accès facilement à des armes à feu, etc. C'est ça qui rend violent, et les jeux vidéo, on va dire que c'est une goutte d'eau parmi tous ces autres phénomènes. Pour terminer sur la question des impacts négatifs avec les jeux vidéo, on peut se demander aussi qu'est-ce que ça donne sur les comportements sexistes. Admirer la femme objet, souvent, dans beaucoup de jeux vidéo. Et puis, alors, les hommes, ils ne sont pas en reste. Si vous n'avez pas une grosse épée, il faut être bodybuildé. Forcément, vous imaginez que ça... Parfois, on se dit « je n'atteindrai jamais cet idéal ». Et il y a évidemment des impacts sur la santé du numérique en général. Forcément, si vous passez votre journée à 5 cm de votre écran, votre vision, elle peut être impactée. Et ça, on s'aperçoit que plus on passe de temps devant les écrans, plus il peut y avoir des dégradations au niveau de la vue. Le sommeil aussi. Si vous regardez tard les écrans, si vous jouez tard aux jeux vidéo, donc forcément ça excite, le sommeil est retardé. Et notamment, ça pose pas mal de problèmes à l'adolescence. Et il y a la question de la sédentarité. Alors ça, c'est lié aussi à notre société en général. Je connais des personnes qui prennent leur voiture pour faire 1 kilomètre. Mais forcément, quand on est sur le numérique, qu'on passe la soirée à regarder la télé ou à jouer aux jeux vidéo, on n'est pas en train de faire du sport, on n'est pas en train de bouger. Donc ça peut impacter négativement des aspects et favoriser l'obésité ou d'autres maladies cardiaques, etc. De manière générale, on s'est aperçu que plus les jeunes avaient accès tôt au numérique, plus ça allait impacter tout un tas de choses au niveau de leur développement. Donc, ça peut amener à des troubles visuels, à des retards de langage, à des difficultés au niveau du graphisme, à des retards de développement psychomoteur, à de l'agitation, des difficultés attentionnelles, une faiblesse dans les apprentissages, une baisse des capacités à entrer en relation avec les autres et, forcément, on va en parler, la question de la dépendance. Et donc, je vais introduire la question des usages. Ne pas oublier qu'avec les écrans, il peut y avoir un usage passif. Un enfant qui regarde un parent, un grand frère, une grande sœur jouer à un jeu vidéo qui n'est pas adapté pour son âge, c'est aussi un usage passif. Donc, ne pas penser qu'au tabagisme passif, l'usage passif existe aussi, où quand la télé, elle tourne tout le temps, l'enfant de 2 ans, son regard va être attiré par la télé. L'usage simple, qu'il soit occasionnel ou régulier, c'est quand même l'usage le plus courant du numérique. L'usage abusif, quant à lui, peut être ponctuel. Regardez les fans de jeux vidéo, quand ils ont attendu 2-3 ans la sortie d'un jeu, quand il sort, ils vont bien abuser tout le week-end ou pendant les vacances pour jouer aux jeux vidéo le plus longtemps possible, quitte à pas dormir. Bon, c'est ponctuel, ça ne pose pas de problème. Là où ça pose problème, c'est quand on bascule dans l'addiction. Alors, vous connaissez tous les troubles des usages d'une substance, et aujourd'hui, on parle notamment d'addiction sans substance. Alors, lesquelles sont reconnues ou pas? Il faut savoir qu'actuellement, dans le DSM et la CIM, donc il y a seul le trouble lié au jeu d'argent est reconnu dans les deux. Le trouble lié aux jeux vidéo vient d'être reconnu en 2018 dans la CIM 11, et aussi dans la CIM 11, mais dans une autre catégorie que les addictions, il y a le trouble du comportement sexuel compulsif. Le reste, même si on peut voir des problématiques liées à Internet, au travail, aux achats, à l'exercice physique, pour l'instant, ce n'est pas reconnu et ce ne sont pas officiellement des addictions pour les classifications. Petite nuance, le DSM avait proposé le trouble du jeu vidéo sur Internet, mais la CIM 11 est allée plus loin en disant non, le trouble du jeu vidéo, donc l'addiction au jeu vidéo,
ça peut être sur Internet ou hors Internet. Vous connaissez probablement aussi les 5 C de l'addiction, où quel que soit le type de comportement, s'il y a perte de contrôle, du craving, donc c'est une activité de type compulsive et un usage continu avec des conséquences négatives, on peut se poser la question s'il y a réellement addiction, et en général, quand il y a tout ça, il y a potentiellement addiction, que ce soit à une substance ou à un comportement sans substance. Et donc, je vais clore tout ça en parlant de quelques impacts positifs pour justement introduire notamment ce que vous dira Eric. Le numérique, ça nous permet notamment de faire tout un tas d'achats. C'est aussi pour ça que les achats compulsifs, maintenant, posent parfois problème en lien avec le numérique qui facilite tout un tas d'achats sur Internet. C'est aussi chouette d'avoir accès aux actualités et aux informations, mais ça peut amener au phénomène d'infobésité, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est génial de pouvoir faire du télétravail et de la formation en ligne. Pour le moment, je n'ai pas entendu de personnes qui se plaignaient de faire trop de formation en ligne. Par contre, effectivement, le télétravail, ça peut amener à des problématiques, comme je vous ai dit, à la sédentarité, à la vision, etc., parce qu'on est tout le temps sur le numérique et que, avant, on avait les transports, par exemple, pour dire « Ok, là, c'est bon, je rentre chez moi, je déconnecte ». Là, on va gratter sur le temps aussi personnel pour continuer. Ça aide aussi les personnes en situation de handicap, donc il y a de plus en plus d'applications, de sites qui vont aider les personnes dans ces situations-là. Le numérique permet de communiquer et de jouer, donc je parle jeux vidéo avant de parler de réalité virtuelle. Les jeux vidéo sont quand même un formidable moyen d'éducation et d'apprentissage. Ils sont motivants et engageants. Et justement, il y a un tas de motivations qu'il faut explorer quand on prend en charge des personnes qui viennent pour troubles du jeu vidéo. C'est savoir pourquoi est-ce qu'ils jouent à tel ou tel jeu. Est-ce qu'ils jouent pour l'aspect social, pour gérer les émotions, pour développer des habiletés, pour s'évader, pour l'aspect compétitif, pour se divertir, ou simplement parce qu'ils aiment le monde de la fantaisie. Donc ça, je vous recommande de vous y intéresser si vous voyez ce genre de personnes. Et pour finir, donc les jeux vidéo développent aussi un certain nombre d'habiletés, par exemple visuelles et motrices, certaines fonctions cognitives. Alors attention, Candy Crush ne développe pas vraiment de fonctions cognitives. Et évidemment sociales, puisque les jeux vidéo et même la réalité virtuelle permettent maintenant de socialiser. Et beaucoup de joueurs de jeux vidéo disent qu'ils ont rencontré des amis ou même leur actuel compagnon ou compagne à travers les jeux vidéo. Et pour aller un cran au-dessus des jeux vidéo, il y a la réalité virtuelle que nous utilisons désormais dans le cadre du domaine médical, que ce soit pour la formation des médecins, pour des pratiques cliniques, notamment dans le cadre des thérapies comportementales et cognitives pour faire de l'exposition ou pour la gestion de la douleur. Et donc je terminerai là-dessus pour dire merci à Eric de nous parler de tous les avantages de la réalité virtuelle. Merci Maude. Alors, pour continuer un petit peu sur l'aspect négatif, on va parler aussi rapidement, très rapidement, parce qu'il n'y a pas d'intervenant qui est venu en parler des effets négatifs, mais quel meilleur intervenant pour parler des effets négatifs des intelligences artificielles que ChatGPT en personne. Donc ChatGPT que j'ai interrogé et à qui j'ai demandé quels sont les risques addictologiques avec l'intelligence artificielle. Je vous laisse écouter sa réponse. En tant qu'IA, je ne suis pas en mesure de connaître toutes les réponses sur les effets addictologiques de l'utilisation d'IA, mais je peux fournir des informations basées sur des études préalables et des recherches. L'utilisation excessive d'IA peut causer des risques addictologiques, tels qu'une dépendance accrue à la technologie, la dépendance sociale et la solitude. Les algorithmes d'IA peuvent être conçus pour créer des dépendances pour maintenir les utilisateurs engagés avec une application ou un service particulier. Les notifications constantes, les nouveautés et les mises à jour stimulent les utilisateurs à revenir pour vérifier leur téléphone ou leur ordinateur fréquemment. Les réseaux sociaux alimentent l'addiction à la reconnaissance sociale, où les utilisateurs se concentrent sur le nombre de mentions j'aime plutôt que sur la qualité de leurs interactions. Les chatbots, programmes de communication automatique, peuvent aussi causer une addiction. Les utilisateurs peuvent de plus en plus s'engager émotionnellement avec ces bots, les considérant comme des présences amicales et se confiant à eux. Cela peut, par ailleurs, créer des problèmes éthiques si les bots sont utilisés pour convaincre des utilisateurs vulnérables à acheter certains produits ou services. Donc voilà, bon déjà très honnête, en tant qu'IA, je ne suis pas en mesure de connaître toutes les réponses sur les effets addictologiques de l'utilisation d'IA, mais du coup, la voie n'est pas consensuelle, donc je pense que là on a fait un peu le tour des risques. Alors
Sur l'intelligence artificielle, il y a sûrement plus de choses à dire. Mais on va essayer de passer assez rapidement sur un aspect plus positif, qui est l'intérêt qu'on va avoir, et notamment en addictologie, l'intérêt thérapeutique. Alors avant de laisser passer la parole à Eric Malbos, j'ai également demandé à ChatGPT, du coup, quelque chose de plus positif. L'intelligence artificielle peut être utilisée en addictologie. J'ai demandé quels seront les intérêts thérapeutiques de l'intelligence artificielle en addictologie. Donc j'ai demandé un petit peu d'anticipation, même si c'est de l'anticipation vraiment très très proche. Et voilà, du coup, la réponse. L'intelligence artificielle peut être utilisée en addictologie pour de nombreux avantages thérapeutiques, notamment 1. Prédiction. L'IA peut aider à prédire les comportements addictifs chez les patients et les aider à prévenir les rechutes. L'analyse en temps réel des données collectées à partir de dispositifs portables ou de capteurs peut identifier les signes précoces d'une rechute et alerter les patients et les professionnels de santé. 2. Personnalisation. L'IA peut personnaliser les traitements en fonction des besoins individuels des patients. Grâce à l'analyse de données, l'IA peut comprendre les préférences et les besoins des patients et leur proposer des traitements adaptés à leur situation. 3. Automatisation. L'IA peut aider à automatiser des tâches répétitives du personnel clinique, comme la collecte et l'analyse de données, ce qui permet aux professionnels de santé de se concentrer sur des tâches plus complexes et créatives. 4. Assistance à la décision. L'IA peut aider les professionnels de santé à prendre des décisions en temps réel en utilisant des algorithmes de recommandation pour suggérer les meilleures options de traitement. Voilà, pour l'intervention de ChatGPT dans cette conférence. Ça introduit ce que va nous présenter Eric Malbos, qui va nous parler du coup de l'intérêt de l'intelligence artificielle, de l'intérêt de la réalité virtuelle, de toutes ces nouvelles technologies. Alors pour le présenter, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent déjà. C'est le pionnier du travail sur la réalité virtuelle en France. Je ne pense pas dire de bêtises. C'est quelqu'un qui a beaucoup avancé, qui amène les premiers grands résultats de la thérapie par exposition en réalité virtuelle, notamment sur le tabac. Voilà, c'est vraiment son domaine. Il est fan de science-fiction, fan de romans d'anticipation. Il est passionné et passionnant sur la question. Donc, je vous laisse l'écouter avec attention. Alors merci Maud pour cette transition, merci Romain. Effectivement, accrochez-vous parce qu'on va aller loin. Donc, vous êtes bien accroché sur votre siège. Est-ce que votre voisine commence à faire de la relaxation parce qu'on va aller loin? On va aller loin, mais c'est du présent, ou c'est ce qui va arriver dans plusieurs années. Donc c'est vraiment pour faire conscience de ce qui est en train de se passer et qui est majeur pour votre travail et celui de vos patients. Donc comme Romain l'a dit, nous, donc je suis médecin psychiatre, donc je travaille au CHU Conception et maintenant Sainte-Marguerite à Marseille, dans le service de psychiatrie du professeur Lançon. Et je traite les patients en réalité virtuelle depuis maintenant plus de 10 ans. Donc on utilise des environnements virtuels pour traiter les addictions, pour traiter les troubles anxieux. Je suis aussi chercheur donc à l'Institut Fresnel. Et la particularité est que je peux aussi créer moi-même les environnements virtuels à partir de moteurs graphiques. Donc si vous avez des questions techniques, je peux y répondre également. Donc classiquement, si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble, on met sur le patient un casque de réalité virtuelle. Et pour les addictions, il va être exposé à des lieux de tentation. Bars de plage, buralistes, rave party, et où des avatars vont venir le tenter. Ça, c'est ce qu'on fait déjà depuis 7 ans. Et on a fait une publication l'année dernière. On a traité 100 patients tabagiques. Et la réalité virtuelle, en fait, a été plus efficace que le traitement traditionnel de TCC sans réalité virtuelle. Donc on sait que ça marche pour le tabac. On sait que ça marche pour l'alcool, on commence à savoir que ça marche pour l'héroïne et la cocaïne. Donc ça commence à être un peu du passé, en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître. Donc comment aller plus loin? Eh bien, c'est ça déjà, c'est en stimulant plus de sens, en impliquant encore davantage les patients dans l'expérience virtuelle, et ça passe par l'olfaction. Et il y a quelques mois, est sorti un appareil qui se fixe sur le visocasque et qui permet de reproduire l'odeur du tabac, en même temps que le patient voit des personnes, enfin des avatars, qui fument. Vous savez, l'odeur, c'est très important pour l'envie. D'un seul coup, ils vont avoir envie de fumer en sentant l'odeur, en voyant l'avatar qui leur propose un paquet de cigarettes, etc. Et bien sûr, votre patient, le patient, peut saisir le paquet de cigarettes,
saisir la bouteille de whisky dans l'environnement virtuel. Il le faisait avec des manettes, si vous avez déjà utilisé des appareils. Mais ce qui est en train de se passer maintenant, c'est que c'est même plus sans manette. Les caméras du casque détectent la position de la main dans l'espace, et c'est vraiment avec la main sans manette qu'on peut saisir la bouteille de pastis donc, dans l'environnement virtuel. Donc, je vous rappelle que je viens de la planète Marseille, la ville la plus connue au monde. Donc voilà, ça c'est ce qui va se passer dès cette année. Plus de contrôleurs, le patient prend directement sa bouteille de pastis donc sur la table virtuelle. Et à vos côtés, ça veut dire aux côtés du médecin psychiatre, du psychologue. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, et c'est aussi pouvoir se déplacer avec son corps physique. Bien sûr, vous pouvez vous déplacer dans les limites disponibles, mais le faire avec une plateforme de locomotion est intéressant. Bref, c'est offrir encore plus d'interaction et stimuler encore plus de sens pour le patient. Alors, on me demande parfois, mais je suis un professionnel, je suis un chercheur ou chercheuse, comment je fais pour avoir les environnements virtuels thérapeutiques? Vous avez plusieurs compagnies qui le proposent déjà dans le monde depuis 2016, c'est ce que je vous dis, depuis 7 ans, et qui permet aux psychiatres, aux psychologues, aux psychothérapeutes, aux kinésithérapeutes, aux infirmières d'utiliser dès maintenant la réalité virtuelle pour les addictions. Donc on met le casque sur le patient, comme je vous l'ai dit. Vous, donc, thérapeute, vous choisissez les environnements virtuels avec tabac, buraliste, bar de plage, rave party, et vous démarrez la thérapie donc, avec votre patient qui est exposé dans votre bureau, dans votre CHU. Donc ce qu'il va voir, c'est ça. Donc, il va vraiment utiliser pour l'instant les manettes, c'est ce que je vous disais, mais là très bientôt ça va être ses mains, pour prendre le Ricard. Et vous voyez, donc ça marche très bien, il y a les cacahuètes à côté, et en même temps il va vous parler, donc c'est pas je suis isolé dans mon casque, je vous parle. Et vous c'est pareil, vous allez lui dire, mais là quel est votre niveau d'envie? Voilà, la bouteille de pastis, je sens que ça monte à 50 sur 100. Et après, bien sûr, vous commencez à lui faire réviser les méthodes de gestion des émotions, de gestion du craving, de thérapie cognitive, de modification des pensées dysfonctionnelles, comme on le fait en TCC. L'avantage, c'est que vous pouvez faire ça dans votre CHU, dans votre laboratoire, dans votre cabinet. Pas la peine d'accompagner votre patient dans une rave party. Je ne sais pas s'il y a ici des personnes qui accompagnent leurs patients dans les rave parties. Il faudra que vous m'en parliez après, mais ça m'intéresse. Voilà, donc les environnements sont déjà disponibles. Il y a l'équipement et les environnements. Mais voilà le problème. Et donc j'ai fait un article qui vient d'être accepté, c'est que parfois vous avez des patients qui demandent des situations très précises. Je veux être dans une rave party où tout le monde est déguisé en clown. Voilà, effectivement, on n'a pas l'environnement pour ça. Ça demande de le créer. Et ça, j'ai publié un article là-dessus qui a été accepté il n'y a pas plus de 2 semaines, sur la capacité de la réalité virtuelle à pouvoir créer, ça vous donne le pouvoir de créer des environnements vraiment adaptés aux patients. Donc, vous voyez sur écran ce que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps. Une personne a demandé, je veux en fait un salon avec des ballons multicolores parce que justement ça va me donner envie de boire, c'est la fête et tout. Donc effectivement, il n'y a pas d'environnement qui existe sur ça dans le marché, j'ai dû les créer, les clowns. Et après, ça c'est plus dans les phobies. J'ai reçu un patient qui avait, je ne plaisante pas, peur de l'amiante. Donc il évitait tous les toits en évrite qui contiennent l'amiante. Et donc ça lui posait problème parce qu'il était agent en télécommunications et il devait aller sur les toits justement. Donc il n'y a pas d'environnement virtuel pour ça sur le marché. Et donc j'ai créé un environnement virtuel pour ça. Et après, alors encore plus rare, une submécanicophobie. Est-ce que vous savez ce que c'est? Presque, oui. La peur d'objets humains immergés sous l'eau. Encre, bouée, épave. Il y a pareil, j'ai dû les créer. Mais pour apprendre à créer, il faut être passionné parce que ça prend 60 heures de formation au moins sur des moteurs de graphique de jeux vidéo qui sont gratuits, que vous pouvez télécharger si vous le voulez dès ce soir. Mais il faut se former pendant très longtemps. Et créer un environnement peut prendre 2 heures quand c'est facile, mais parfois ça peut prendre 100 heures si c'est plus complexe, comme le métro, un avion complet avec le système de turbulence, etc. Donc c'est un peu compliqué. Sauf que voilà, est arrivé l'année dernière ça. Donc, est-ce que vous connaissez cette œuvre? Je parle de l'œuvre de Jason M. Allen, premier prix au Festival d'art du Colorado. Théâtre d'opéra spatial. Et vous l'avez dit,
Le jury a cru que ça avait été dessiné par un humain. Ils lui ont attribué le premier prix. Et surprise, ils ont appris plus tard que non, ça avait été fait par Midjourney, par une intelligence artificielle générative. Et ça, c'était l'année dernière. On est dans le passé déjà. Vous avez aussi DALL-E qui peut faire ça. Donc, si vous comprenez là où je veux en venir, c'est qu'on va arriver à un moment donné où vous allez pouvoir, vous tous, créer des environnements virtuels pour vos patients. Rêve party, salon d'anniversaire, je ne sais pas, vacances sur la plage en Thaïlande, rien qu'en écrivant 2 phrases. Ça vous prendra donc 20 secondes pour créer un environnement virtuel adapté à vos patients. C'est ça l'avenir. Donc finalement, c'est faire un système comme Midjourney, mais pour les environnements 3D. Et ça va arriver. Donc imaginez, là on va passer justement à Midjourney. Là c'est ce qui se passe aujourd'hui, 2023. Vous dites, donc vous mettez bien votre texte, c'est « Je veux un portrait photoréaliste d'un pirate ». Ensuite, vous utilisez non pas Midjourney, mais ChatGPT qui va enrichir votre texte. Donc un pirate avec une barbe grisonnante, la peau burinée, etc. Donc ChatGPT enrichit d'abord votre texte pour être encore plus descriptif, alors que vous avez écrit qu'une seule phrase. Il met même l'exposition, type de focale, type de lentille, qualité, aspect en fait de l'écran. Et après, vous mettez sur Midjourney qui vous crée la photo réaliste du pirate. Ça, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Vous voyez, vous pouvez même combiner plusieurs intelligences artificielles. Et vous, tout ce que vous avez à faire pour créer, c'est une seule phrase. Ça vous prend 5 secondes. Donc j'imagine tout à fait dans le futur que vous écrivez, eh bien voilà, il y a un patient qui voudrait fumer par un coucher de soleil, prendre son bang par un coucher de soleil sur une plage tropicale. Vous mettez ça, ChatGPT l'enrichit, une plage tropicale avec des palmiers se penchant avec le vent et un sable blanc cristallin. Et après, on peut imaginer ce qui va arriver, qu'un logiciel le créera complètement, tout prêt pour votre patient. Et ça va arriver dans les prochaines années. Ça veut dire que vous tous, avec une seule ligne, vous serez tous des créateurs d'environnements virtuels. Ce qui, moi, me prend 80 heures. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que vous pourrez ainsi créer des environnements virtuels spécifiques pour les besoins spécifiques de vos patients. En tout cas, des patients que vous recevez en addiction. Maintenant, je vous propose, si vous le permettez, d'aller plus loin. Mais si vous êtes d'accord, j'aimerais que vous soyez vous puissiez penser en termes lucides. Si vous avez demandé à nos confrères et consoeurs psychiatres, psychologues dans les services de psychiatrie, on est débordé. On est submergé par les demandes en addiction ou en psychiatrie générale. Il faut 1 mois d'attente pour un patient qui veut consulter, hors urgence bien sûr, si on passe par les urgences psychiatriques. Ça, c'est la réalité de terrain, c'est important de le dire. C'est pareil pour la Belgique, c'est pareil pour la Suisse, et chez nos confrères et consoeurs britanniques, c'est pire, c'est 2-3 mois d'attente. Donc, on est submergé par les demandes. Vous voyez ce que je vais vous dire bientôt. La solution à ça, c'est bien sûr l'intelligence artificielle. Si vous regardez en fait la littérature de science-fiction ancienne, eh bien c'est Philip K. Dick qui a écrit Blade Runner, si vous avez déjà vu Blade Runner, qui lui avait parlé dans son roman des années 60 de la valise psychiatre. Donc une IA dans une valise qui est votre psychiatre. Donc où que vous alliez, vous avez toujours votre valise et vous pouvez poser la question au docteur Sourire ou au docteur Smile dès que vous avez un problème. Après, si vous l'avez vu, il y a le film IA, donc de Steven Spielberg, et on voit que cet enfant a une peluche, et la peluche est alimentée par une IA. Et il joue le rôle de soutien psychologique. La peluche joue le rôle de soutien psychologique, parce que l'IA, justement, peut répondre à des questions d'ordre psychologique. Ça, c'est intéressant aussi pour les enfants dans le futur, quand ils n'ont pas de soutien, avec des parents qui sont dysfonctionnels, et qui n'ont pas accès à des psychologues ou des pédopsychiatres. Un film plus récent, de science-fiction de 2023, vous avez peut-être vu, Megan. Elle, c'est une poupée, en fait, qui, justement, apporte un rôle psychologique dans un processus de deuil parce que ses parents étaient morts. Regardez bien ce qu'il y a écrit en sous-titre, c'est intéressant. « Je suis la seule chose qui compte pour elle. » Et c'est pour ça qu'elle s'attache à l'IA. Parce que l'IA n'est là et n'existe que pour aider votre patient. Alors que c'est impossible chez les humains. Ils ont leur autre projet, leurs rêves,
etc. Ils ne peuvent pas être consacrés 24 heures sur 24 à 100% sur le patient. Mais c'est ce que l'IA offre justement, de pouvoir être toujours présent et toujours disponible 24 heures sur 24. Je vous propose d'aller encore plus loin, mais bon là, je m'arrêterai, je vous rassure, pour ce qui est des hypothèses. Donc là, c'est la série Raised by Wolf. Là, c'est encore plus fort. Des orphelins, donc des humains, orphelins sont éduqués par des parents intelligence artificielle, parce qu'il n'y a pas de parents. Dans ce film, donc, cette série de Ridley Scott. Autre exemple dans Westworld, si vous connaissez la série, l'excellente série de science-fiction, qui est tout à fait réalisable. C'est sur un stress post-traumatique. Et en fait, le patient reçoit un appel d'un de ses amis, et en fait, non, c'est une IA qui prend la voix de son ami mort et qui l'aide à faire aussi le processus de deuil. Intéressant, ça. Et qui le conseille, comme s'il était encore vivant. Et les Coréens l'ont fait, donc ça, c'est pas de la science-fiction. C'était il y a 3 ans. Cette jeune mère coréenne a perdu sa fille, et sa fille avait 7 ans quand elle est morte d'une leucémie. Elle avait des problèmes de deuil compliqués, comme vous pouvez l'imaginer. Eh bien, en fait, une compagnie a créé un environnement virtuel pour elle, spécifiquement pour elle, en recréant totalement sa fille, ses gestes, sa physionomie, sa voix, son comportement. Et vous pouvez le voir, elle a ainsi pu passer son processus de deuil avec justement une reproduction de sa fille décédée. Elle est en larmes, hein. Elle pleure, la mère. Et ça l'a justement aidé, c'était il y a 3 ans, hein. Elle a un blog, et ce processus l'a aidé à vraiment lui dire au revoir à sa fille, parce qu'elle n'avait pas eu le temps de vraiment conclure en fait le processus de deuil. Et ça, c'était il y a 3 ans, 2020, c'est du passé. Donc vous imaginez, une IA psychiatre ou psychologue, toujours là, toujours présent, toujours disponible, pas de jugement, confidentialité, et les patients, notamment les jeunes, peuvent choisir son apparence. Moi, je vais être traité par un psychologue ou une psychologue qui a l'apparence d'un elfe sylvain dans la forêt du bois sacré. Et oui, parce que les jeunes, ils aiment bien aussi choisir l'apparence des avatars, y compris du thérapeute. Et bien sûr, le comportement de l'IA est centré sur le patient, disponible 24 heures sur 24. Je ne sais pas si vous recevez des patients ou si vous répondez aux appels téléphoniques à 6 heures du matin sur votre téléphone portable. Donc voilà. Et bien sûr, il ne s'agit pas seulement... Alors, ça existe déjà, mais pas en réalité virtuelle, ce sont les chatbots. Et effectivement, une étude de cette année précise bien que ces personnages peuvent être très utiles si en plus on peut choisir leur apparence, c'est bien, et qui sont efficaces dans le traitement de l'anxiété et de la dépression. Et tout ceci simplement sur un téléphone portable, hein, ou sur un écran, pas encore en réalité virtuelle. Donc vous imaginez en réalité virtuelle en plus. Je regarde juste si je suis dans les temps. C'est bon. Voilà, donc l'idée en fait ce serait ça. Et j'ai moi-même fait un test avec ChatGPT. Maintenant là. Enfin je veux dire il y a 3 jours. Je lui ai dit, ChatGPT, je voudrais que tu agisses comme un psychothérapeute qui s'y connaît en TCC, et tu vas appliquer les principes de la TCC pour m'aider à surmonter ma crise d'angoisse. Et effectivement, donc, ça fonctionne. Et maintenant, allons plus loin. Vous écrivez du texte. C'est pas naturel du tout d'écrire du texte. Si vous le combinez à Whisper, qui transforme votre voix en texte, votre langage naturel, hein, que vous passez par ChatGPT, qui va analyser ce que vous dites, et qui va formuler une réponse en tant que thérapeute. Et après, vous combinez avec Eleven Labs, qui transforme le texte de ChatGPT en voix. Et bien, ça y est, vous avez un psychothérapeute qui peut vous parler et qui vous entend, de manière naturelle. Hein. Vous vous exprimez comme avec un être humain. Et ça a été fait ici. Donc la thérapeute est contrôlée par ChatGPT. I was wondering, do you have any suggestions, any advice how I can become more natural and more... Donc il demande comment je peux agir pour être plus naturel dans les réunions.
ChatGPT doit analyser, donc il y a un temps de retard, hein. Il y a un temps de latence de 14 secondes, parce qu'il faut qu'il analyse la voix, le texte, et après qu'il formule le texte en voix. It's totally okay to feel nervous when starting something new, especially with the added pressure when receiving negative feedback. It sounds like you're putting a lot of pressure on yourself to perform perfectly. Let's work on shifting that perspective to focus on the learning process and improving with each video. Think of it as practice rather than performance. Et maintenant, toujours ChatGPT, mais cette fois-ci, pour un personnage qui va tenter le patient de boire. Donc c'est une soirée, et vous voyez, il s'exprime par la voix, hein, à l'avatar, et l'avatar lui répond par la voix, il n'y a pas de texte écrit. Just be yourself and try to find some common ground with people. Ask them about their interests or what they do for a living. And don't be afraid to join in on conversations. Oh, and maybe grab a drink to help you relax a bit. Voilà. Bois un verre pour te détendre. Donc vous pouvez tout à fait faire un scénario comme ça. Donc un scénario où vous demandez à ce que ChatGPT prenne le rôle d'un avatar qui va jouer l'avatar tentant. Allez, on va se boire un verre, 2-3 verres, tu vas te sentir plus détendu pendant la soirée. Et ça, avec du texte, ou encore mieux, avec la voix. Donc vous comprenez en fait ce qui est en train de se passer, parce que ça c'est du présent. Cette vidéo, je l'ai téléchargée il y a 15 jours. Hein. Donc et vous avez vu, il s'exprime par la voix. Et l'avatar lui répond par la voix. Donc c'est extrêmement naturel. Donc vous pouvez voir vraiment ce que ça va donner en termes psychiatriques et en termes psychologiques. Hein. Ça veut dire vraiment des personnages qui feront le rôle soit de personnages de soutien, soit le rôle d'ange gardien, ce qu'on fait dans la thérapie des addictions, soit le rôle de thérapeute. On peut choisir l'apparence de l'avatar, l'expression se fait de manière naturelle, et le patient surtout reçoit évidemment un soutien psychologique et des réponses thérapeutiques cohérentes et pertinentes. J'ai fini. Si ce sujet vous passionne, hein, j'ai écrit un livre avec M. Oppenheimer sur la question de la réalité virtuelle dans les addictions, et même pour la peur de conduire sur la palette de Marseille, parce que les Marseillais sont les conducteurs les plus connus au monde. Voilà, bienvenue dans la réalité. Merci Eric. Alors justement, j'aimerais quand même remercier la Fédération Addiction, le président bien sûr, donc le docteur Jean-Michel Delisle, le docteur Romain Gomet qui est ici, Valérie Salandre qui a tout organisé, je n'ai pas oublié les organisateurs qui sont cachés derrière, et les régisseurs. Merci Eric pour cette présentation avec à mon sens vertigineuse, parce que il va peut-être me falloir de la TCC par réalité virtuelle pour gérer ça. C'est passionnant. Ready Player One est à nos portes pour toi. C'est dans combien de temps du coup? Mais c'est ça, c'est-à-dire que vous l'avez compris, la technologie va tellement vite. C'est important, c'est le message que je cherche à vous faire passer, c'est que la médecine doit suivre également, parce que ça offre tellement de possibilités pour les patients. Et en plus, la nouvelle génération qui, comme Maud l'a dit, qui a grandi avec le numérique. Bon, un avenir qui est déjà là. Dans les choses qui sont déjà là, on va accueillir Fanny Nègre qui va nous parler des applications mobiles en addictologie, avec l'aide aussi de Lucia Romo qui a participé à certaines de ces applications. Fanny, elle est doctorante en psychologie clinique, elle est doctorante à la faculté de Nanterre, donc une élève de Lucia Romo qui est ici. J'ai le plaisir aussi qu'elle travaille dans mon unité à l'hôpital de Créteil. Elle va donc parler des applications mobiles, de tout ce qui existe. Bon, on te laisse la parole. Merci. Donc, quand on parle d'ère numérique, on va parler aujourd'hui d'applications mobiles, notamment en addictologie. Donc, suite à la pandémie du Covid-19, nos services de soins ont fortement été perturbés, notamment avec une diminution de l'accès aux soins et puis une augmentation du recours à la téléconsultation. Et puis, cette pandémie, elle a eu un impact majeur, notamment avec l'augmentation de l'isolement social, l'augmentation de la dépression, l'augmentation de l'anxiété. Et puis, nous, en tant qu'addictologues, on sait le lien qu'il peut avoir entre ces émotions négatives et les addictions, parce que tout ça, c'est facteur de rechute. Et donc,
c'est pour ça que nous, en tant que soignants, on s'est posé la question de l'utilisation des outils numériques dans la prise en charge en addictologie. Donc les avantages aujourd'hui, quand on parle d'applications mobiles, ce qu'on connaît, c'est qu'elles ont un faible coût. Aujourd'hui, avec le développement de toutes ces applications, que ce soit en termes de jeux, en termes de bien-être ou toute autre chose, aujourd'hui, on a une certaine ergonomie sur ces applications avec une facilité d'utilisation. Et puis ce qui va nous importer, nous, en tant qu'addictologues aussi, c'est ce sentiment d'anonymat qu'on peut avoir quand on utilise ces applications. Et puis surtout, c'est qu'aujourd'hui, on a de la chance, c'est que la plupart des applications qu'on trouve dans les Google Store ou les Apple Store sont gratuites. Et tous ces avantages vont permettre en fait une plus grande accessibilité aux soins et donc de franchir ces obstacles donc de temps, d'horaire, de mobilité et puis de coûts de déplacement. Pardon. Et donc, tous ces avantages vont permettre donc, de réduire les disparités sociales et territoriales qu'on peut rencontrer et donc de cibler davantage des populations qui sont habituellement sous-représentées dans nos services d'addictologie, notamment les femmes, les jeunes, des quartiers populaires, par exemple. Donc, en pratique clinique, donc ce que nous, on souhaiterait dans ces applications et ce qu'elles ont démontré aujourd'hui, ça va être donc de favoriser l'engagement des patients dans leur thérapie, notamment leur implication entre les séances, donc par exemple en leur donnant via ces applications donc des exercices de TCC par exemple, des exercices de relaxation, et puis donc tout ça, ça va permettre de promouvoir son autonomie au quotidien et donc de aussi favoriser une sortie progressive des soins, ce qui fait souvent peur en fait aux patients, c'est qu'il le vit comme un abandon, et ben là on lui permet d'avoir une suite et donc un certain suivi. Et tout ça, donc ces applications mobiles, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut les voir comme des approches donc complémentaires aux interventions aussi bien motivationnelles, cognitives, émotionnelles et comportementales. Donc oui, alors c'est bien, on parle d'applications mobiles, mais il y en a énormément des applications mobiles et aussi en addictologie, on a plus de 300 000 applications mobiles qui sont disponibles sur les différents stores et malheureusement dû à l'aspect un petit peu chronophage des études randomisées, on a seulement 3 à 4% qui ont fait l'objet en fait d'études cliniques et donc de validation empirique. Et la plupart en fait, des applications qui ont fait l'objet d'études, elles ont porté sur le tabac et l'alcool. Et les données d'efficacité qu'on a à l'heure actuelle sur le tabac et l'alcool en termes d'applications mobiles, ça va être donc une diminution de la consommation avec une diminution à long terme de l'envie de consommer et l'augmentation de l'observance thérapeutique. On rencontre dans nos services un fort taux d'abandon des patients et puis là on a vu que justement ce taux avait été réduit par le fait d'intégrer ces applications mobiles dans nos services et dans la prise en charge en addictologie. Ce qui peuvent être les limites de ces études, c'est que souvent on a des tailles d'effets qui sont relativement faibles et il y a certaines qualités méthodologiques qui sont critiquables, notamment sur les groupes contrôle et donc les objets de comparaison. Quand on demande tout simplement aux utilisateurs ce qu'ils en pensent en tant que patients, c'est qu'eux, ils ont le sentiment d'avoir justement une action dans leurs soins, qu'ils ont l'impression que ça encourage leur autonomie dans ce changement comportemental, et puis que ça leur a permis aussi de rechercher différemment du soutien social. Que sous la plupart des applications aujourd'hui, ils les considèrent comme faciles d'utilisation et assez pratiques.
Ce que les études cliniques ont pu montrer, c'est que l'efficacité de ces applications, justement, sur les changements comportementaux, vont vachement dépendre de la durée d'utilisation par l'utilisateur. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on montre, c'est qu'il faut un minimum de 4 semaines d'utilisation pour avoir un plus important changement comportemental. Donc, ce qu'on peut un petit peu conclure sur cette théorie, c'est que ces résultats, ils sont quand même encourageants d'intégrer justement ces applications mobiles dans notre prise en charge et que bien sûr, il manque des études en tant qu'intervention complémentaire dans justement les psychothérapies. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu quelques applications. Et les applications que je vais vous montrer, elles regroupent un certain nombre d'outils. Donc aujourd'hui, ce qu'on retrouve en addictologie, c'est surtout des applications qui vont évaluer la consommation, qui vont proposer du contenu psychoéducatif, qui vont proposer du soutien social et avec des pairs, qui vont intégrer les gamifications, donc avec par exemple des récompenses virtuelles, de l'aide à la prévention de la rechute, de l'aide à la gestion du craving et du sevrage, et des outils motivationnels et des suivis personnalisés. Aujourd'hui, les applications, elles sont de plus en plus personnalisées pour l'utilisateur. Ce que préfèrent généralement les utilisateurs, ça va être le fait que les applications, elles intègrent des fonctions multiples, qu'elles soient bien sûr gratuites, et puis qu'elles proposent des assistances en temps réel. Donc pour présenter un petit peu ces applications, je vais commencer par l'application Quit, donc qui est une application d'aide au sevrage tabagique. Donc elle est concentrée sur le tabac. Et donc elle a plusieurs avantages. Quit, c'est qu'elle intègre des éléments, donc des thérapies cognitivo-comportementales, notamment sur trouver ces stratégies à soi qui nous correspondent, aussi bien cognitives, émotionnelles et comportementale. Elle intègre la gamification, elle intègre aussi un suivi de progrès, donc le patient il peut lui-même voir où j'en suis moi par rapport à ma consommation, aussi bien du nombre de cigarettes arrêtées que de l'argent économisé, etc. Ensuite, on a la prise en compte des émotions, donc de la 3e vague, avec aussi des exercices de respiration. Et le patient va pouvoir aussi noter ses déclencheurs, donc moi, qu'est-ce qui me donne envie de consommer, et puis de s'en rappeler pour en fait connaître ses limites, ses fragilités. Il y a aussi des cartes de motivation et il y a eu une intégration de la prise en compte des substituts, donc aussi bien de la cigarette électronique, des patchs, etc. Et il y a des aides à la prévention donc de la rechute. Bien sûr, l'application, elle est anonyme et gratuite. Bonjour et bienvenue. Donc, je ne vais pas avoir le temps, malheureusement, de vous présenter cette vidéo, mais vous la trouverez sur le site Quit, qui est une vidéo qui présente l'application. Voilà. Donc là, maintenant, je vais vous parler de l'application Stop Cannabis, donc elle qui va se concentrer sur l'aide au sevrage du cannabis. Donc elle propose une aide de psychoéducation, elle permet d'identifier ses obstacles, donc ses fragilités. Elle va avoir des conseils qui vont être générés en fonction de son profil. Et puis, on va aussi avoir le suivi des progrès, la gestion du craving. Elle va intégrer une aide motivationnelle. Et puis, elle intègre aussi des conseils pour apprendre à gérer ces symptômes de manque. Et là aussi, ils ont intégré une gamification dans l'application. Donc, elle se présente un petit peu sous cette forme. Donc, la première vidéo, c'est on rentre dans l'application et on crée son profil en fonction de certaines questions. Et puis, une fois qu'on est rentré sur la vidéo, donc on peut avoir accès à des quiz qui vont être de la psychoéducation. On peut voir son suivi de progrès avec qu'est-ce que je pourrais m'offrir avec l'argent que j'ai économisé. Et puis aussi, lorsqu'on est dans un moment où on a un craving élevé, on peut dire à l'application où on en est, par exemple, là, j'ai très envie, ou là, malheureusement, j'ai consommé. Et puis, l'application va proposer certains conseils aux patients.
Ensuite, on a l'application, donc mon test binge, donc là qui va être pour le binge drinking, watching, etc., qui va aider en fait le patient ou d'ailleurs vous-même à prendre conscience de nos comportements de consommation qui peuvent être potentiellement problématiques. Donc en fait, cette application, elle a été donc développée par l'Université Paris-Nanterre. Et donc, elles permettent de mieux connaître ces stratégies quand on se trouve dans une situation où on peut potentiellement consommer. Elle permet la création d'un profil, donc mieux connaître. Est-ce que moi, j'ai plus des stratégies comportementales, émotionnelles ou cognitives? Et puis, ça permet aussi du coup de découvrir de nouvelles stratégies qu'on peut mettre en place. Donc là, lorsqu'on a demandé aux utilisateurs d'avoir un certain retour sur l'application, ils ont surtout noté que les situations étaient bien détaillées et variées, que ça pousse à réfléchir donc à ses propres comportements et que l'application était facilement utilisable. Donc là, par exemple, on peut choisir donc quel test binge on veut faire, et puis ça nous décrit un petit peu ce que c'est, et là, ça nous explique une situation dans laquelle on va avoir plusieurs éléments de réponse de la façon dont nous, on aurait réagi dans cette situation. Et puis, il y a un certain nombre de situations qui nous amènent à avoir un profil à la fin détaillé, soit moi, par exemple, là, j'avais plus des stratégies comportementales que des stratégies cognitives et émotionnelles. Et une fois qu'on a ce profil, on a accès donc à un lien qui va en fait nous envoyer vers des sites internet utiles pour en savoir plus, ou même si on veut faire appel donc à des prises en charge, etc. Donc c'est une application qui vraiment permet de mieux nous connaître et de voir comment nous on pourrait réagir dans certaines situations. Ensuite, on a l'application qui est assez connue, Respirelax, donc qui permet d'avoir des exercices de respiration assistée. Et donc, ces exercices, ils sont très simples et c'est un petit peu le point fort de Respirelax, c'est que c'est assez simple d'utilisation. Il y a juste cette page. On peut choisir soi-même son profil, donc de la durée de la séance, quel type d'exercice on veut. Et puis, on peut aussi faire ses réglages manuels. Et donc, en fait, la bulle, elle va monter et descendre en fonction de l'inspiration et de l'expiration. Souvent, c'est une application qu'on va conseiller à des patients qui utilisent très peu leur téléphone car elle est très instinctive à utiliser. En application un petit peu plus compliquée d'utilisation et plus riche, on a aussi l'application Petit Bambou qui propose là, un abonnement gratuit ou payant et qui propose différentes approches, aussi bien de la méditation, de la sophro, de l'hypnose, chacun utilise ce qu'il veut. Et puis, donc, elle propose des séances guidées. Donc on peut choisir soit méditation par exemple, soit respiration, et là on personnalise nous-mêmes ce qu'on veut, voilà, qu'est-ce qu'on cherche. Elle va prendre aussi en compte les émotions. Et puis ce qui est aussi intéressant dans cette application, ça va être les programmes. Donc là, on va avoir des programmes par thème qui vont être par exemple le thème des émotions, du sommeil, et là il y a plusieurs méditations qui sont proposées. On a aussi, là c'est pour soi, mais on a les sons d'ambiance, etc. Mais c'est une application plus complète, plus dure d'utilisation. Respirelax, c'est un peu plus simple. Et je vais terminer par l'application Breath-Zen qui, elle, est plutôt une initiation à la méditation et la respiration qui a également été développée par l'Université Paris-Nanterre. Donc c'est une application gratuite qui, elle, propose une expérience sur plusieurs jours. Donc vous avez le choix entre 10 ou 21 jours et qui va vous initier justement soit à la méditation, soit à la respiration. Et donc là, elle propose un niveau, donc soit vous êtes plutôt débutant dans l'expérience, soit plutôt confirmé. Et donc, on peut également personnaliser ces séances en fonction des émotions, et ce qui est plutôt intéressant. Donc là, on choisit la durée de l'expérience entre 10 et 21 jours, et puis on choisit comment on se sent, et pareil donc pour la méditation.
Donc là, il va y avoir 2 autres applications, mais je vais laisser du coup Lucia présenter ces différentes applis. Et ensuite, il y aura une dernière application qui sera introduite par Romain sur Ose Ensemble, créée par du coup le docteur Géraldine Talbot. Merci. Donc, je profite juste pour vous dire que c'est une intervention très très courte. En fait, Fanny m'a laissé présenter deux applications, en fait, et ça vous permettra d'économiser 15 minutes de présentation. Je vais faire très très court. Donc déjà, remercier Romain, remercier les présidents de l'association, remercier en fait les organisateurs de nous permettre d'être là. Alors, les 2 applications que je voulais vous présenter, c'était Acte Vivez. Ça change un peu de celles que vous avez vues actuellement, parce que c'est une méditation. Enfin, c'est une application en fait des thérapies des 3e vagues. Donc, ACT, thérapie d'acceptation et d'engagement. Et en fait, cette application serait un support en fait d'une prise en charge globale. Et donc, du coup, elle est déjà accessible sur iPhone. Elle sera accessible sur Android la semaine prochaine. Et la particularité aussi, c'est qu'elle est gratuite. Et elle présente tous les modules de l'Hexaflex, les différentes dimensions en fait de la thérapie d'acceptation et d'engagement, et ça permet d'accompagner nos patients, quoi qu'ils aient comme troubles psychopathologiques, puisque c'est un outil, c'est une approche transdiagnostique. Ça permet d'accompagner nos patients avec une application pour ceux à qui ça intéresse. Cravinge, en fait, c'est un site internet qui est dérivé en fait de l'application Mon Test Binge, parce que voilà, on voulait voir si on pouvait présenter en fait plus d'informations différemment, et on s'était dit on va essayer de faire un jeu de mots, Cravinge, et pour info, on a fait des focus group qui nous ont conseillé de changer des noms parce que c'était absolument pas clair. Donc je pense qu'il faut vous montrer les choses qui marchent et aussi quand ça marche pas. Donc on est en train de revenir vers un site internet qui s'appellera Autocontrôle Binge et Craving, donc ABC, et qui sera beaucoup plus compréhensible. Et tout ça pour vous je dire... suis Géraldine Talbot, médecin de... Voilà, je suis désolée, j'ai fait une bêtise. Je voulais juste finir avec plusieurs choses. Les grands problèmes des applications, c'est les abandons d'applications. C'est-à-dire qu'il y a 80% d'applications qui sont abandonnées dans les 3 mois. Donc, il y a très peu qui résistent après, pratiquement 1 sur 2 au bout d'1 an. Je crois que c'est vraiment important de considérer les applications. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous avez vues aujourd'hui comme des accompagnements, en fait, dans la prise en charge de nos patients, puisqu'on est quand même dans un congrès des thérapies, mais de ne pas oublier, en fait, le rôle important de l'humain, en fait. Parce que dans tout ça, s'il n'y a pas un humain qui est derrière, les choses ne marchent pas souvent aussi bien que ça. Et je l'ai dit, ayant pas mal des groupes à distance sur des patients malades, ils n'ont qu'une envie, ils adorent les groupes à distance, mais ils adorent aussi se voir, et dès qu'ils peuvent, ils créent des groupes WhatsApp pour se voir. Il y a un problème aussi essentiel dans tout ça, c'est les modèles économiques. C'est-à-dire que toutes ces applications qu'on vous a montrées, qu'on a fait à l'université, sont des applications gratuites. Mais pour que ça soit gratuit, il faut avoir un modèle économique et ça nous manque. Donc si vous avez des idées, nous sommes partants. Et le dernier point que je voulais vous dire, c'est que si on travaille dans les numériques, ça serait bien qu'on puisse travailler en France en réseau, qu'on crée des groupes ensemble, qu'on travaille ensemble, parce qu'on vous a présenté quelques applications, j'en suis sûre, que dans la salle, il y a plein de personnes qui ont développé des petits applis, des petits programmes, des groupes sur Internet, et si on crée des réseaux sur le numérique, sur la prise en charge des addictions, on pourrait tous avancer ensemble et aller plus loin. Merci beaucoup. Merci Fanny, merci Lucia. Donc une dernière application, comme disait Fanny, c'est l'œuvre de Géraldine Talbot. Alors Géraldine Talbot, elle a fait une application avec l'ARS qui s'appelle Ose Ensemble sur la réduction des risques alcool. Géraldine Talbot, elle travaille à Montreuil. Elle a eu un prix, le prix digital à l'Albatros, il y a donc 1 semaine pour cette application. Et elle vient de rejoindre depuis hier donc, le CA de la Fédération Addiction. Donc je vous laisse écouter la vidéo de présentation qui a été faite pour son application. On s'arrêtera là pour les applications. Je suis Géraldine Talbot, médecin psychiatre, directrice de centre d'addictologie et porteuse du projet Ose Ensemble.
Le problème, c'est que 5 millions de nos concitoyens sont en difficulté avec leur consommation d'alcool, et cela occasionne 40 000 morts évitables par an en France. Nous avons développé le service Aux Ensemble pour aider les personnes à la maîtrise de leur consommation d'alcool. L'outil applicatif permet d'une part l'auto-évaluation de sa consommation d'alcool, d'autre part de contacter un professionnel formé en addictologie sous 48 heures anonymement, et enfin un module autonome de réduction de consommation. Ce dispositif nous a par ailleurs permis de toucher un public que nous ne recevions pas dans les centres d'addictologie jusqu'à présent, à savoir les femmes en difficulté par rapport à leur consommation d'alcool. Alors pourquoi répondre à cet appel? Eh bien parce qu'il s'agit d'un dispositif innovant, motivant, puisqu'il permet d'aller chercher les besoins au plus près du terrain, au plus près des usagers. Les méthodologies de la fabrique du numérique avec le soutien de l'ARS nous a permis de développer, de tester et d'améliorer ce dispositif jour après jour. Voilà pour un exemple d'application qui a été fait du coup avec le soutien de l'État. Donc il y a des possibilités, il y a pour la question des financements, du coup il en existe pour créer ce type d'application. Donc libre à vous de penser, de nous coordonner ensemble pour tout ça. Donc maintenant on va passer à la question de l'utilisation du numérique dans la thérapie directement dans les communautés numériques avec deux projets. Un projet du coup canadien d'Enora Leroux, donc canadien, mais d'une personne qui n'a pas pu se déplacer, donc qui nous a enregistré une vidéo pour sa présentation, avant de terminer avec Nicolas Brichet et son projet sur Laval, au niveau des CJC. Donc je vous laisse écouter cette vidéo de présentation. Bonjour à toutes et à tous, je viens vous parler aujourd'hui d'une étude pilote que j'ai menée dans un jeu en ligne pour prévenir le tabagisme chez les adolescents avec une équipe pluridisciplinaire au niveau national. Le contexte que vous connaissez, c'est celui de tabagisme à l'adolescence, dont on sait qu'il est prédictif de la tabagisme à l'âge adulte, dont on sait aussi qu'il touche de façon différentielle les différents milieux sociaux, et dont on sait que Internet peut être une ressource intéressante pour réduire ce comportement, notamment chez les jeunes. Notre but en développant cette étude pilote, c'était de ne pas renforcer les inégalités sociales de santé, donc réussir à atteindre les populations les plus vulnérables, travailler avec l'existant, donc ne pas réinventer une communauté en ligne ou un jeu en ligne alors qu'il en existe de nombreux sur Internet, et puis correspondre aux usages des adolescents. Pour cela, donc, on a souhaité, dans cette étude pilote, étudier la faisabilité d'une intervention innovante pour la prévention du tabagisme intégrée dans un monde virtuel existant, utilisé par les adolescents. Et pour cela, on a choisi le monde virtuel Abo, qui est un monde de sociabilisation et de construction de monde virtuel qui existe depuis une dizaine d'années et qui rejoint plusieurs milliers de joueurs dans sa communauté francophone. On a établi la collaboration avec eux, notamment parce que c'est un jeu gratuit et puis par ailleurs parce que c'est un jeu qui est sensibilisé à la question de la santé. Vous connaissez peut-être Fil Santé Jeune qui intervient de façon hebdomadaire dans ce jeu depuis plusieurs années. L'objectif secondaire, c'était de décrire l'évolution sous l'intervention des normes et de l'intention de fumer. Notre intervention, elle se basait sur les composantes phares du jeu, donc notamment la socialisation et la collection des badges qui nous ont servi notamment au moment de la randomisation, mais aussi pour motiver les joueurs à participer à l'intervention et à remplir les questionnaires de recherche. Elle se basait sur la théorie du comportement planifié, puis intégrait aussi des notions de soutien social, de motivation de groupe et d'apprentissage social. On proposait donc, c'était une séance hebdomadaire de 30 minutes durant 4 semaines pour des groupes de 10 joueurs maximum. Donc au total, 1 mois d'intervention pour chaque participant. Et puis on a abordé au fil des sessions différentes thématiques qui permettaient de répondre à la théorie et à l'objectif de prévention. Il existait un groupe contrôle, c'est quelque chose que je ne vais pas développer dans cette intervention. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, 10 jours avant le lancement de l'intervention, sur la page de connexion du jeu, il y avait une annonce en fait pour les joueurs que l'INSERM allait venir intervenir, et donc ce qui a permis une bonne communication et une grande attractivité le jour J, le jour du recrutement.
Donc, le jour du recrutement, ce que vous pouvez voir ici, c'est la salle qui a été développée spécifiquement pour notre intervention. Il y avait donc un certain nombre de joueurs dans ce jardin. Et ce que vous voyez en arrière-plan, là, le petit bus bleu, c'était le lieu de l'intervention. Et on a pu, effectivement, grâce à l'utilisation des badges, qui sont un outil qui existe dans le jeu, restreindre l'accès à ce bus strictement aux joueurs qui avaient été randomisés dans le groupe intervention. Vous pouvez voir ici le lieu de l'intervention, donc où se tenaient les sessions de parole durant un mois, et donc l'ensemble des échanges ici sur le côté gauche. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a touché une population un peu plus âgée que ce qu'on croyait. C'était plutôt des vieux adolescents, puisqu'il s'agissait en fait de jeunes adultes, donc des personnes qui pouvaient être déjà depuis un certain nombre d'années sur ce jeu. Ce qui était intéressant, c'est qu'un tiers d'entre eux étaient sans emploi ni formation, et donc que notre objectif d'atteinte de populations vulnérables était bien atteint. Et puis un certain nombre d'entre eux en fait, avaient déjà des comportements tabagiques. Ce qu'on a vu en termes d'attractivité et de participation, c'est que c'était des résultats plutôt bons. Donc la majorité des joueurs qui ont été randomisés dans le groupe intervention ont assisté à l'ensemble des séances. Ils détenaient la majorité du temps de parole pour chaque session. Le hic, en revanche, c'est la complétion du questionnaire final qui a été complété par peu de joueurs, notamment très peu de joueurs du groupe contrôle, ce qui pose des questions en termes d'évaluation. Concernant les résultats liés au tabagisme, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait peu de changements dans l'évaluation des normes et des représentations. Il y a 2 joueurs qui se déclaraient fumeurs à T0, qui se sont déclarés non-fumeurs à la semaine 4 dans notre groupe intervention. Toutefois, bien sûr, il faut avoir une interprétation très limitée de ce résultat. La conclusion et les perspectives, c'est qu'effectivement, mener des actions de santé publique dans un jeu vidéo existant, c'est quelque chose de faisable, d'acceptable, qui permet de proposer des interventions innovantes et puis d'atteindre des publics aux profils sociaux divers. La perspective de cette étude pilote, c'est une étude à grande échelle qui va commencer d'ici quelques semaines sur la littératie en santé mentale, avec le développement d'une intervention contrôle et d'un suivi qui permettent de réduire le nombre de perdus de vue. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur cette étude pilote, il existe 2 publications qui sont associées à cette étude. Et puis, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez échanger sur le sujet. Voilà, donc on remercie Nora Leroux, qui est chercheuse en santé publique actuellement à Montréal, qui reviendra à Paris à la suite pour cette intervention, pour nous avoir accordé du temps pour cette intervention. Comme vous pouvez voir, du coup, finalement, des interventions sur Internet, assez peu de séances et déjà des résultats assez intéressants. Et donc, ça introduit bien le projet de Nicolas Brichet, donc, qui est coordinateur adjoint à la santé publique au CH de Laval, qui va venir nous parler de son projet, de leur projet à Laval, qui est un peu dans la même direction. Bonjour, merci à vous. Je vais commencer par une vidéo où en fait, c'est la lecture d'un dialogue qui a servi en fait au pilote. Donc, je vais revenir après sur le projet, je vais vous présenter les choses, mais d'abord, je voulais introduire mon propos par cette vidéo-là. Donc, je vous laisse, ça dure 16 secondes. Tu refumes toi maintenant? Mais non, vas-y, c'est bon, laisse-moi déstresser juste un coup, ça va. Enfin, tu décompresses à chaque pause depuis janvier, quoi. Elle est là, maman. Papa encore moins. Donc tu prends le livret de famille et tu rentres direct à la maison. J'arrive. J'ai une surprise pour toi. Ça peut pas attendre la maison? Vas-y. Nous sommes en 2023 et vous ne verrez jamais ce que vous venez d'entendre. Je vous explique pourquoi. On est en 2020 et à cette époque-là, je ne fais pas encore partie du centre hospitalier de Laval. Et le projet est né pour délivrer des messages de prévention auprès des jeunes qu'on ne capte pas ou qu'on capte trop tard. Ces jeunes, on va déjà les voir au travers des lycées, des collèges et avec les infirmières scolaires, ou bien ils sont orientés directement via la consultation jeunes consommateurs que vous devez tous connaître. En tout cas, pour beaucoup d'entre eux, il est déjà trop tard, ce n'est pas le temps de la prévention, c'est le temps du soin. Alors, où trouver ces jeunes pour qui c'est le temps de la prévention? Comment aller à la rencontre de ces jeunes? Très vite, l'équipe va cibler les réseaux sociaux, et notamment les plus influents d'entre eux avec TikTok et Instagram. À l'époque, l'équipe n'a aucune présence sur les réseaux sociaux, mais ça semble évident que les rencontres doivent se faire ici, sur une place où les jeunes ils ont leurs habitudes et que ça répond à leur code.
L'idée, c'est de construire et de proposer des contenus adaptés pour parler addiction et créer une relation. En 2021, l'équipe va rencontrer une agence de communication. Elle va nous proposer l'idée de réaliser une web-série, une mini-fiction au ton plutôt léger, comme vous avez pu l'entendre, qui va utiliser les codes de cette génération et qui va leur parler. 16 épisodes de 2 minutes, avec pour chacun d'entre eux un déroulé identique. Une situation du réel que la plupart d'entre eux auront déjà vécue, une mise en avant d'un problème, et pour finir, un message de prévention. Sur le papier, ça tient la route et c'est vraiment sympa. En 2022, c'est à cette époque que j'arrive dans l'équipe du Centre hospitalier de Laval, on visionne avec l'équipe ensemble ce que vous venez d'entendre, le premier pilote. Et là, c'est la naissance des premiers doutes, ou du moins des questionnements. Premier questionnement qui ressort, c'est un questionnement éthique avec l'usage de TikTok. Comment parler prévention des addictions sur un réseau social qui est l'un des plus addictifs qu'on connaisse. Deuxième questionnement de la part des professionnels, on se remet dans le contexte, l'agence de com, elle nous vend, on va faire le buzz sur les réseaux sociaux. OK? Donc ça veut dire qu'un post qui serait vu des milliers et des milliers de fois, il y a bien au moins un jeune qui va se retrouver dans un usage nocif ou qui va avoir besoin de demander conseil ou de l'aide à des professionnels. Comment réagir de manière efficace, spontanée, à un message qui va être envoyé à 2 h du mat', alors que les équipes, elles ont des horaires à respecter, que ce n'est pas les horaires de travail. Cette question, elle va interroger l'équipe et elle va créer plusieurs temps d'échange autour de ces sujets-là. En fait, on se rend compte que ce n'est pas pour nous. On a sûrement cru à quelque chose qui était très brillant, très clinquant, mais qui n'était pas adapté à nos actions. En 2023, on a pris la décision d'arrêter le tournage de la web-série et d'essayer maintenant de trouver notre propre voie. Nous savons tous que les jeunes utilisent les réseaux sociaux pour s'informer, pour communiquer. La génération Z et la génération Alpha, ce sont ces jeunes qui sont nés après 2010. C'est aussi leur outil principal d'information. Il y a une étude qui montre que 65% de la génération Z vont utiliser les réseaux sociaux pour s'informer. Pour eux, la radio, la télé, les journaux, c'est des médias dépassés, voire qui n'existent même plus. D'ailleurs, ces médias, ils l'ont bien compris, parce qu'ils vont diffuser leur propre contenu sur leurs réseaux sociaux. Du coup, il y a un nouveau métier qui est né, qui sont ces passeurs d'information. Pour devenir passeur d'information, il y a un nouveau métier qui est né, une nouvelle manière de communiquer, et vous les connaissez tous. Ceux qui l'incarnent le mieux, en tous les cas, vous l'avez probablement dans vos smartphones, vous les suivez sûrement, on les appelle les influenceurs. Merci à vous. Et les influenceurs, ils sont partout, dans tous les domaines. Vous aurez un influenceur pour ça, pour les sportifs, pour les gamers, les passionnés de cuisine, les passionnés de mode. Il y a même des influenceurs qui n'ont aucun domaine de prédilection. Alors, comment faire sa place dans ce monde quand on est un service de santé en plein cœur de la Mayenne et qu'on souhaite parler prévention des addictions? Est-ce que vous la connaissez, la recette miracle pour devenir un influenceur redoutable? Moi non. Ce que je sais, c'est qu'il y a 2 choses. Soit on fait le buzz, et là vous avez autant de chances que de gagner au loto, soit on est persévérant. On mise sur la durée, on fait grandir notre communauté, et autant vous dire qu'avec 16 épisodes diffusés en 4 mois, on n'avait pas les atouts dans notre poche. Bon, on va admettre qu'une campagne de prévention des addictions, ça puisse le faire le buzz sur les réseaux sociaux. OK? On va maintenant admettre que, en plus, elle arrive à se maintenir dans la durée, à créer une communauté et à intéresser largement du monde. Faudrait-il encore que nos messages puissent passer en 8 secondes? Il y a des études qui montrent que 8 secondes, c'est le temps d'attention moyen des jeunes sur les réseaux sociaux. C'est autant que le temps de concentration d'un poisson rouge. C'est bien. Et pourtant, ce terrain, il reste celui de la génération à qui l'on souhaite s'adresser. Utiliser ces codes, utiliser le buzz, ça peut nous sembler fake et se dire que ce n'est pas pour nous. Mais le temps long, ça, nous, on sait faire et ça peut nous être utile dans notre cas. Les types de médias également. Il y a une étude qui montre qu'un message vidéo sera retenu à 95% contre 10% s'il est écrit. Je suis persuadé qu'en étant présent sur les réseaux sociaux, avec nos atouts, avec notre manière de faire, on a une carte à jouer. On peut aussi utiliser des acteurs locaux qui, eux, sont déjà implantés, ont déjà une communauté et qui vont nous aider à devenir ces partenaires passeurs d'informations. Je pense particulièrement aux promeneurs du net, que vous devez connaître, des équipes d'éducateurs, par exemple, qui vont être présents sur Instagram, Snapchat, et qui vont soutenir, conseiller, orienter les jeunes. Avec les promeneurs du net, c'est une autre manière d'entrer en relation avec les jeunes en ligne. Nous, en Mayenne, c'est l'association Inalta qui porte le dispositif. Et en Mayenne, ils ont une équipe d'éducateurs en ligne et une équipe d'éducateurs de rue. Ils partent à la rencontre des jeunes là où ils sont physiquement, pour les rejoindre plus tard le soir, là où ils sont numériquement. On rejoint donc 2 territoires, le numérique et le physique.
Je pense aussi aux usagers qui sont devenus influenceurs, on pourrait dire santé, qui vont informer, partager de l'information auprès de leur communauté. Il en existe probablement plein, vous en avez sûrement plein en tête, mais en Mayenne et dans le champ d'addiction, moi je pense plus particulièrement à Julie Boulin, c'est une TikTokeuse qui vit à Argentré, en Mayenne, que tout le monde connaît. Victime de troubles de comportement alimentaire très jeune, elle a une communauté aujourd'hui de 5000 personnes. Okay, pour ceux qui connaissent TikTok, c'est rien comparé aux 18 millions de Squeezie. Mais à l'échelle de la Mayenne, 5000 personnes, c'est 2% de notre territoire. Julie, elle a compris les codes qui touchent cette génération à qui nous, on souhaite s'adresser. Et si elle ou d'autres, parce qu'il en existe dans vos régions, pouvaient nous aider, nous permettre de relier et diffuser nos messages spécifiques à l'addiction. Je suis sûr que ces messages-là passeraient beaucoup mieux que des vidéos produites par nous-mêmes. De cette manière, nous pourrions conquérir le territoire numérique où ces jeunes sont présents. Rejoindre de nouveaux territoires, je pense que c'est bien le sujet central du congrès d'aujourd'hui. Ne vaut-il mieux pas avoir des guides, des passeurs d'informations qui nous orientent, nous donnent la main pour nous amener dans ce nouveau territoire plutôt que d'essayer de le découvrir maladroitement, sans connaître les us, les coutumes et la culture. Des guides qui vont devenir à nos côtés, gagner en légitimité en termes de santé, en termes de prévention. Un conseil, ne vous laissez pas attirer par les sirènes des communicants qui vous mènent vers des supports qui sont certes très bruyants, mais dont on ne maîtrise pas les codes et sur lesquels nos messages pourront paraître ringards. L'important n'étant pas de maîtriser à 100% la forme de nos messages, mais bien le fond, pour qu'ils passent efficacement et qu'on garde notre éthique. Alors, serez-vous présents ici même dans 1 an pour venir découvrir le chemin que nous, on aura exploré en Mayenne et peut-être même rencontrer, qui sait, des influenceurs 100% mayennais qui nous auront aidés à y parvenir. Je vous remercie beaucoup. Merci Nicolas pour cette intervention. Donc vous l'avez bien compris, c'était le thème de la session d'aujourd'hui. Le numérique, le métaverse, la réalité virtuelle, les applications, aller chercher des intervenants, des influenceurs, aller sur les jeux vidéo sociaux pour intervenir. C'est pas que l'avenir de l'addictologie, c'est ce qui existe maintenant. On parle du coup, comme tu disais très bien, des nouveaux territoires, et c'est un nouveau territoire, le numérique. C'est un territoire qu'il ne faut pas oublier. C'est une ressource énorme sur le plan thérapeutique, avec ses risques. Et du coup, je vous remercie d'avoir assisté à cette plénière. Alors pour les questions, malheureusement, les questions de la salle, on n'aura pas le temps de les prendre. Mais il y a quelques questions qui ont été posées sur Internet. Donc voilà, donc, ils m'ont été relayés sur WhatsApp, sur mon smartphone, par un monsieur qui est à plus de 10 mètres de moi. Du coup, il y avait deux questions, notamment sur l'intelligence artificielle. N'y a-t-il pas risque de faire naître une addiction à l'IA qui viendrait soigner le patient pour une autre addiction? Messieurs, dames, à vos micros. Il faut que quelqu'un se jette à l'eau. Alors oui, c'est une question qui est excellente. Merci d'avoir posé. Et en fait, c'est là que c'est fort, c'est vraiment de l'expérience utilisateur. Il suffit de mettre dans la mécanique de l'IA cette information. C'est-à-dire, si l'IA perçoit par des mesures, temps passé, temps d'écoute trop long, elle détecte cet algorithme, elle envoie un message à un humain qui dit « Attention, je suis exploité de manière trop prolongée ». Donc on peut résoudre ce problème en intégrant cette composante dans l'IA elle-même, pour que donc elle fasse appel à un humain si jamais elle est trop utilisée ou utilisée de manière abusive ou addictive. Quelqu'un d'autre voudrait... En fait, je pense qu'il y a toujours la nouveauté va provoquer des réactions, des surprises et aussi des peurs et d'angoisse. Et je pense que tout produit et tout comportement peut avoir des dérives. Donc je pense que le plus important, c'est de comprendre comment ces dérives-là se mettent en place et de développer des stratégies aussi de gestion, d'autocontrôle, voilà, des préventions en fait. Je pense que la question, c'est qu'on a tellement de failles dans la prévention qu'on est toujours dans les curatifs en fait. Et c'est peut-être par ça qu'il faut commencer.
Merci bien. Du coup, une autre question sur l'IA toujours. Une question qui a vu les difficultés au recrutement de professionnels de santé qui est très intéressante. L'IA peut-elle prendre mon poste à ma retraite ? Il lui faudra copier mon humour, ce qui semble être notre plus belle intelligence. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il y a des solutions pour copier d'autres qualités humaines ? Alors ça, on touche à une question qu'on m'a déjà posée, c'est-à-dire est-ce que l'IA atteindra un jour à un niveau de conscience humain ? La conscience se définit, vous avez différents critères en fait qui définissent la conscience, hein, c'est des notions qui sont bien connues. Il y en a 8 différentes, hein, la sapience, la sentience, la conscience mémorielle, la conscience morale. Mais j'aimerais répondre à cette personne en disant que son cerveau est un cerveau biologique qui dépend d'un réseau neuronal et lui-même d'algorithmes biologiques bien précis. Donc je réponds à cette question, je pense qu'on pourrait tout à fait recréer l'humour humain. Déjà, ChatGPT le fait un petit peu, mais sans vraiment s'en rendre compte. C'est ça la différence. Il ne se rend pas compte qu'il fait de l'humour. Donc oui, on pourrait effectivement imaginer qu'il pourrait avoir une extension de lui qui, une fois qu'il part à la retraite, mais là, attention, il y a aussi la life extension, parce que cette personne vivra en fait 400 à 500 ans. Il ne le sait pas encore. Voilà. En tout cas, oui, ce sera tout à fait possible. Mais là, on parle vraiment, si vous lisez la littérature, de plutôt 2050-2060. Hein. Donc il va falloir qu'il attende pour prendre sa retraite, un petit peu. Il va falloir attendre un petit peu pour qu'il puisse prendre sa retraite sereinement. Et ben voilà, il faut une thérapie épigénétique. S'il vit 150 ans, c'est faisable, oui. Je précise qu'on n'est pas tous d'accord. Hein, donc voilà, ça c'est la position d'Éric. Eh ben, n'hésitez pas à développer. On ne peut pas. Peut-être pour compléter, moi la question que ça me pose d'entendre ça, c'est de savoir si c'est disponible, est-ce que c'est bon ? C'est pas parce que ça existe que c'est bien de l'utiliser. Et oui, il y a des vertus à utiliser des choses comme ça. Et il y a aussi le temps. Je trouve que parfois on saute dessus parce qu'il y a une espèce de mode et on se dit dans la santé on est un peu vieux et du coup ça pourrait être sympa d'attirer les jeunes avec des choses comme ça, des applications santé ou des choses bien. Mais je pense aussi qu'on a peut-être besoin de voir les effets de bord que ça pourrait produire avant de l'appliquer dans le domaine de la santé et de s'en faire à nous en fait, et de se dire que parfois on va un peu trop vite sur l'innovation, à se dire bah, tiens c'est sympa, on va le faire, alors qu'on a aussi le temps long, encore une fois, qui peut nous aider à se dire bah, attends, c'était peut-être une idée sur le papier, mais en vrai, c'est pas la meilleure. Oui, mais pour l'instant, des gens souffrent. Vous voyez le problème ? Des gens souffrent et sont seuls. Parce qu'ils ne trouvent pas un psychiatre, pas un psychologue, parce qu'ils sont orphelins, parce que c'est une personne âgée dans une maison de retraite. Ils souffrent maintenant. Donc on peut discuter d'éthique, oui, on va attendre tranquillement, on va discuter d'éthique pendant 3 ans, et voilà. Sans pendant les 3 ans, la personne a fait des crises d'attaques de panique, peut-être une décompensation, elle aura souffert. Moi je pense surtout aux gens qu'on voit en hôpital psychiatrique qui souffrent maintenant, et qui n'ont pas accès forcément aux psychiatres et aux psychologues, ou alors il faut un temps très important. Ou alors, vous le savez, en consultation, on a une demi-heure. Imaginons que le patient veut parler pendant 3 heures. Pourquoi pas ? Eh bien, une IA peut l'écouter pendant des heures et des heures et des heures. Et ça, le programme ELISA, qui avait été conçu en 1964 et qui ne faisait que reformuler les phrases en forme de questions, avait déjà donné la sensation aux personnes qui les étaient écoutées en 1964. Mais du coup, juste, c'est-à-dire qu'en tant que psychiatre, on se dit que tout ce qui a été fait depuis le début de la psychiatrie n'avait pas d'intérêt, puisque du coup les patients souffraient déjà. Et il y avait déjà de l'attente, et il y avait déjà des choses qui n'étaient pas bien faites. Donc aujourd'hui, il y a une urgence à répondre, puisque du coup le numérique nous invite à accélérer le temps. Et on sait bien que depuis, il y a différentes personnes qui ont théorisé l'aliénation à la rapidité et à l'accélération du temps. Et du coup, de se dire que parce qu'on accélère, il faut accélérer, alors que peut-être que dans une accélération, ce n'est pas forcément la décélération qui est la réponse, mais la résonance. Et de se dire que c'est justement de multiplier les temps de connexion d'humain à humain qui vont jouer sur l'accélération et non pas d'accélérer avec du numérique pour aller plus vite parce que des gens souffrent. Alors c'est une thématique émotionnelle hein, d'aller sur la souffrance. Mais du coup, effectivement, il y a peut-être d'autres manières d'entrer en relation et aussi le temps peut jouer. Parfois aussi de se dire, quand je déporte, dans l'addiction, je ne sais pas quels sont les points de vue dessus des gens dans la salle, mais des fois aussi dans l'addiction, il y a ce besoin de réponse immédiate, et que si on répond immédiatement, on va dans le mécanisme même de l'addiction, que parfois de générer un temps d'attente ou un report de la consultation, ça permet aussi le travail sur cette réponse d'immédiateté qu'offre le produit. S'il a déjà les méthodes.
Dans ce débat, le public semble avoir fait son choix. Mais la nouveauté fait toujours peur. En fait, je voudrais juste dire que la table ronde montre la variété, en fait, c'est énorme tout ce qu'on peut utiliser au niveau du numérique, mais que ça ne peut pas et ça ne pourra jamais remplacer l'humain. L'humain doit être au centre et se servir du numérique pour justement pouvoir avoir un accès aux soins, il a dit, et c'est absolument nécessaire. Et si le numérique facilite cela, c'est très bien, mais pas à la place de l'humain. Et ça ne veut pas dire qu'effectivement, s'il y a plus de numérique, on pourra peut-être avoir moins d'humains, mais l'humain devra être là, parce que justement, les gens qui utilisent beaucoup le numérique disent aussi, j'ai aussi besoin de vous voir, de rencontrer les autres, voilà, c'est juste les consultations, on les interne en présentiel et en distanciel. Les groupes, on les fait en hybride, on les fait en distanciel, mais là où ils sont contents, les patients, c'est quand ils viennent et ils se voient entre eux et ils nous voient, nous. Donc, je pense que c'est une dose à trouver, probablement qui conviendra à chaque personne, en fait. C'est personnalisé aussi. Du coup, je rajouterai une chose qu'avait dit un humoriste, je ne me rappelle plus de son prénom, mais je crois que c'est Kojandi, qui disait qu'avec les addictions aux substances, on perdait en fait du temps de vie plus tard, mais que souvent avec le numérique, on perdait du temps maintenant, parce qu'on le passait notamment sur les réseaux sociaux, entre autres. Donc à méditer. Merci. Allez, une petite dernière question qui ne sera pas sur l'intelligence artificielle, donc qui créera peut-être moins le débat. Une remarque était, le modèle économique est une question majeure. L'utilisation des données de santé collectées doit d'ailleurs être pensée et régulée. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut qu'on pense. Toutes les applications sont-elles respectueuses de cela ? Répondre, les nôtres ne récoltent aucune donnée de santé, donc aucune donnée de santé, donc là que ça soit clair. Mais effectivement, c'est une très bonne question parce que qu'est-ce qu'on fait après avec toutes ces données-là ? Donc oui, effectivement, il faut une réglementation par rapport aux données. Mais je me permets quand même de dire quelque chose, c'est qu'en France, on a tellement parfois des freins pour pouvoir mener des recherches qu'à force de vouloir faire des CER, des CPP, des comités de protection des personnes, on les protège tellement qu'on ne les soigne pas. On les a protégés beaucoup, mais on n'a rien fait pour pouvoir tester et faire de la recherche. Donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut être prévoyant et qu'il faut être prudent, mais en même temps, il faut aussi permettre de mener des recherches et de pouvoir savoir qu'est-ce qui convient le plus à nos patients. La question du temps. Et la protection des données, c'était aussi ce dont parlait Elena Sander dans la vidéo. C'était une de ses inquiétudes, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, avec le métaverse, on puisse avoir comme ça des collectes de données importantes qui fait que des industriels, des gens qui auraient vraiment intérêt à nous connaître parfaitement pour pouvoir manipuler nos actions, manipuler nos choix, manipuler et nous rendre plus dépendants finalement à beaucoup de choses, et aux achats. C'était un des risques. Donc c'est vrai que la régulation, il faut réfléchir à tout ça. Pour autant, il faut les étudier, Et la question du temps, il faut peut-être les étudier vite. Et elle disait aussi, Elena Sander, ce que je me rappelle du podcast, c'est qu'il semblait y avoir un débat juste avant sur ces nouvelles technologies, avec ou sans, mais on n'est pas forcément sur une réponse totalement binaire, c'est pas forcément noir ou blanc, c'est pas pour ou contre. Actuellement, l'humain peut rester au centre et cette technologie peut venir en complément. Ce serait son sens, notamment. Il y a des délais d'attente importants, c'est ce que met en avant Dr Malbos. Il y a une pénurie de médecins, il y a une pénurie de soutien, il y a des gens qui souffrent. Est-ce qu'on ne peut pas combiner les pratiques est-ce qu'elle ne peut pas être là pour finalement combler juste le déficit actuellement en professionnels de santé, en solutions de santé. Donc c'est pas forcément avec ou sans, ça peut être avec, mais pas uniquement avec. Et juste sur la partie modèle économique, juste de revenir sur cette partie-là qui est quand même assez centrale aussi dans les éléments, c'est de se dire que le public doit prendre, enfin l'État en tous les cas, l'administration publique doit prendre sa part, parce que sinon ça va être les industriels privés qui vont se positionner, parce que les données de santé c'est assez attractif. Enfin, si vous avez iPhone avec la donnée de santé, vous fournissez à Apple plein d'argent.
il vous remercie. Et donc, du coup, l'idée, c'est effectivement que le public se positionne comme il a pu le faire sur, par exemple, France Asso Santé, une association de représentation des usagers, qui sont financés par la taxe tabac. Et en fait, il y a déjà des taxes qui permettent en fait, de financer des projets publics. Et je pense que le public doit s'en mêler dessus et prendre sa part en fait, dans les modèles économiques. Et sinon, on bidouille à notre niveau pour essayer de trouver des modèles économiques, des investisseurs, ou dans les recherches, c'est compliqué d'aller chercher des fonds. Ben, en fait, on risque de se faire happer par les industriels qui vont beaucoup plus vite que nous et qui ont accès à une masse de population beaucoup plus importante que celle que nous, on touche dans l'addiction. En fait. Par les jeux vidéo, je pense que c'est un peu le même système de financement aussi. Des gros jeux vidéo collectent beaucoup plus de données que ce que nous, on peut faire à notre niveau. En fait. J'aurais un mot juste aussi pour dire que le numérique ne nous fasse pas oublier que les populations les plus précaires ont du mal justement à accéder au numérique et qu'elles n'ont pas forcément les mêmes accès à Internet, les mêmes accès aux outils, et que les populations les plus précaires sont celles qui ont les plus besoin de nous. Parce que les autres, ils arrivent quand même à se débrouiller, mais les plus précaires sont ceux qui sont toujours là, un peu derrière. Il y a beaucoup de beaux programmes, mais ça n'arrive pas à eux. Donc n'oublions pas la précarité et comment le numérique peut aussi aider ces personnes-là. Donc en tout cas, une question à ne pas oublier. Je pense que cette remarque est très pertinente, donc on va essayer même de rester là-dessus. Alors je vais remercier les organisateurs, remercier la Fédération Addiction pour nous avoir mis en lumière cette thématique, remercier donc son président, Dr Delisle, remercier sa directrice générale, Marie Gundrumbaldi, remercier les organisateurs du congrès, notamment Alexandre Picard qui nous a beaucoup aidés, et remercier tous les intervenants, donc Lucia Romo, Maude Le Mercier-Dugarin, Éric Malbos, Fanny Nègre, Nicolas Brichet. Et si vous voulez en savoir plus, on peut être encore présent quelques temps, il est 18h10, la journée commence à être longue pour certains d'entre vous, donc on peut rester quand même quelques temps pour ceux qui ont encore des questions, et retrouver tous ces débats dans des livres, les livres d'Éric Malbos, dans des contenus, et un chapitre à revenir dans un livre qui s'appelle Les Addictions, qui sera disponible à la rentrée, où il y a un chapitre là-dessus qui a été coécrit du coup avec Maude, Fanny et Pierre Taquet. Merci à tous.